Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. La France dit non, non à cette réforme qu'elle juge injuste, inutile et incompréhensible. Mais non aussi à la mondialisation, à la désindustrialisation, non à l'inflation, non à Bruxelles, non aux petits salaires et aux grands profits, non aux petits hommes gris et aux grands esprits. Cette réforme des retraites a réveillé toutes les colères. Emmanuel Macron a réussi la convergence des luttes, car les Gaulois réfractaires disent d'abord non au prince. Ce président qui parle trop bien l'anglais de Harvard et si mal le français de Vierzon. Emmanuel Macron est un paradoxe. Élu à 39 ans, réélu à 44 ans, sa personnalité, son parcours, son attitude cristallisent les rancœurs. Les Français d'en bas n'aiment pas ce héros de Paris Match qui traverse la vie sans blessure. Il est aussi un joueur de poker, un joueur qui bluffe. Il a fait tapis avec une paire de 5. Les Français suivront-ils, comme on dit au poker, ou se coucheront-ils, autre terme du jeu, quand on quitte la partie? Eh bien, personne ce matin ne peut répondre à cette question. Barbara Durand, le rappel des titres. Les manifestations ont dégénéré cette nuit à Rennes. Regardez ces images. Des individus ont brisé des vitrines, saccagé des commerces et allumé des incendies. La situation était très tendue. Les forces de l'ordre ont dû intervenir. Depuis ce matin, plusieurs barrages filtrants sont organisés aux portes de Rennes par des syndicalistes des transporteurs routiers. La situation est extrêmement compliquée sur la rocade. Les expéditions de carburant bloquées dans toutes les raffineries de France, c'est une information de la CGT. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, plus aucune goutte de carburant ne sort des 3 raffineries depuis ce matin. Et les syndicats comptent bien inscrire le mouvement dans la durée. Enfin, nous allons mettre plus de 2 millions de personnes dans la rue aujourd'hui. Déclaration de Frédéric Souillot, secrétaire général de Force ouvrière. L'inverse ne sera pas un échec, au contraire, Frédéric Souillot l'assure. Quoi qu'il en soit, nous irons jusqu'au bout du retrait de cette réforme. Charlotte Dornelas, Gérard Leclerc, Vincent Herouet, Joseph Massescaron, Benjamin Hamar. Vous travaillez beaucoup en ce moment, hein. Vous étiez là hier soir à 23h avec Julien Pascal, vous êtes là ce matin sur CNews, vous n'avez jamais autant bossé. Hein. C'est Jean Dormession qui disait oui, une journée de grève est insupportable, une journée d'action. De répéter, une journée d'action. Une journée de grève est en fait une journée d'action. Ouais, bah écoutez, je vous embarquerai bien avec moi là dans la semaine pour que vous vérifiez. Je vous taquine, vous le savez bien. En revanche, comme ça bouge beaucoup sur le terrain et que à Rennes, vous avez vu qu'il y avait des échauffourées, mais à Nantes, visiblement, on est avec Michael Chailloux tout de suite. Je voulais savoir si à Nantes, il se passait des choses, notamment à l'aéroport. Michael Chailloux, bonjour. Oui, bonjour Pascal. Oui, il y a eu blocage au niveau du rond-point de l'aéroport depuis 5h30 ce matin. Ce blocage filtrant, barrage filtrant pour être tout à fait précis, a évidemment généré des bouchons énormes autour de l'aéroport, mais plus largement jusqu'au périphérique de la ville. Et puis, eh bien, ce barrage filtrant vient d'être levé il y a quelques minutes et vous voyez derrière moi les responsables syndicaux des différentes entreprises autour de cet aéroport, et bien sûr l'aéroport, mais également tout l'agroalimentaire, les bases logistiques qui sont autour de cet aéroport se sont en ce moment devant l'aéroport pour une assemblée générale pour se mettre d'accord sur la suite de la journée. Alors la suite, c'est bien sûr la manifestation à 11h en plein centre-ville, mais avant une action sur le périphérique type opération escargot est en train de se préparer ici. Ce que je voulais vous dire, c'est que on a clairement changé de ton, changé de braquet depuis ce matin ici pour cette 6e journée. On veut taper sur l'économie, on veut ralentir l'économie pour que les patrons appellent Macron. Voilà ce qu'on nous répète depuis ce matin ici, 6h, devant l'aéroport de Nantes. Merci Michael Chailloux. Ma modeste analyse, c'est que cette réforme, c'est un prétexte. Et elle a réveillé toutes les colères. Et c'est bien que vous soyez là ce matin, parce que j'ai écouté François Langlais dans le journal de TF1, oui. Dimanche. Oui. C'est quand même pas un ultra-gauchiste, François Langlais. C'est pas la Pravda, effectivement. Bon. Et Jean-Pierre Mercier, qui est un de vos collègues, oui. Qui est à la CGT, a mis un petit tweet qui m'a amusé. Il a dit ce n'est pas un fake. Qu'est-ce qu'il dit, François Langlais? Qu'est-ce qu'il nous apprend? Il parle des profits chez Unilever, grande boîte. Et il dit, ces profits, cette année, c'est plus 25% chez Unilever, qui fabrique la moutarde Amora. Il dit c'est plus 10%, les profits, je parle, chez les biscuits Lu. C'est plus 26% chez Stellantis, toujours les profits. Et il dit l'inflation prend aux petits pour donner aux gros.
C'est Robin des Bois à l'envers. Bon. Et il dit cette chose extraordinaire. Sur les 12 € d'un baril de lessive, les 12 €, entendez-vous bien, que vous payez, il y en a 3 qui partent en dividendes. C'est-à-dire que sur le chiffre d'affaires, tu as quasiment 30% qui vont à l'actionnaire. Donc moi, qui suis plutôt pour l'économie libérale, je me dis, il y a un truc qui ne marche plus dans ce monde. Voilà. Et que la séquence que nous vivons, elle est illustrée par cet exemple du baril d'Unilever. Et c'est pas moi qui le dis, c'est François Langlais. Voilà ce que je voulais modestement. J'ai vu la séquence, j'ai eu la même réaction que... Donc c'est pas la réforme, c'est rien, vous voyez ce que je veux dire. C'est un ensemble de choses que j'entends que la France entre guillemets d'en bas, la France d'en bas, parce que c'est ça le problème. Et Emmanuel Macron, il symbolise la France d'en haut, la France de l'élite, la France qui envoie ses enfants à New York, la France qui parle anglais, la France. Mais il y a un tel décalage. Alors il y a toujours eu sans doute un décalage, mais aujourd'hui il me paraît plus prononcé. Alors, en fait, en réalité, moi, l'image, je trouve, qui convient bien, c'est que cette réforme, c'est en quelque sorte l'abcès de fixation. Elle est en soi insupportable et odieuse, mais elle cristallise effectivement le quotidien des salariés dans ce pays qui, justement, n'en peuvent plus. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'aller chercher loin dans sa mémoire. En même temps que l'on vit cette mobilisation, on a toute la problématique sur le pouvoir d'achat et ce qu'on a eu là depuis quelques jours, qui est pour moi scandaleux. C'est-à-dire que le gouvernement... déverse la responsabilité de la problématique du pouvoir d'achat aux grands groupes de la distribution et chacun donc va nous faire sa petite communication, d'ailleurs c'est une com officielle, pour savoir qui s'occupe le mieux de notre pouvoir d'achat. Mais comme en temps normal, n'importe quel tract d'un grand groupe de distribution, n'importe quel flyer vous dit on est soucieux de votre pouvoir d'achat. Et ça, c'est la réponse politique alors qu'on a 14% d'inflation sur les produits alimentaires. Et je vais vous dire un truc. Oui. Quand le moteur de l'inflation, ce sont les produits alimentaires, il y a de quoi faire peur. Bon, alors, la France dit non peut-être à Emmanuel Macron, mais elle dit pas oui à la France insoumise. Et elle dit oui à personne. Il faut bien être conscient de ça. Elle ne dit pas oui à l'extrême gauche. Elle ne dit pas oui. Et moi, je voudrais, parce que c'est aussi un paradoxe, qui souffre le plus de la grève ? Et là, M. Attal a raison. C'est entre guillemets les petites gens. Je vais vous faire écouter, moi, ce matin... je vais vous répondre à ça, parce que c'est faux. Oui, mais c'est vrai. Non, c'est pas vrai du tout. Non. Regardez. Présenter les choses ainsi, c'est totalement faux. Je les présente parce que vous allez les écouter. Ah oui, puis je vais vous allez écouter les gens dans les métros qui ont été interrogés par CNews. Écoutez cette séquence. Moi, je respecte le droit de grève, le droit syndical qui est constitutionnel. Maintenant, j'appelle à deux choses. J'appelle à la responsabilité et j'appelle aussi à sortir de l'hypocrisie ou d'une forme d'hypocrisie. Quand j'entends des responsables expliquer qu'ils veulent bloquer la France, en réalité, c'est les Français qui vont bloquer. Quand j'entends certains qui disent qu'ils veulent mettre l'économie à genoux, c'est les travailleurs qui vont mettre à genoux. Et surtout, c'est toujours ceux qui sont les plus en difficulté. Ceux qui trinquent, en général, c'est ceux qui triment. C'est-à-dire les Français qui doivent se lever le matin, prendre leur métro, leur RER, leur voiture pour aller travailler. Les cols blancs, en général, ils peuvent télétravailler. En général, ils peuvent aller travailler en vélo parce qu'ils habitent pas très loin de leur travail. Ceux qui galèrent le plus quand il y a des blocages, c'est les Français qui travaillent le plus dur. Et c'est pour ça que j'appelle à la responsabilité. J'ai pas à être d'accord ou pas avec ce que dit M. Attal, parce que vous me dites, est-ce que vous êtes d'accord ? Je dis que c'est la réalité. Alors, mais attendez, c'est la réalité. Attendez, écoutez. Je peux vous répondre ou pas ? Non, parce que vous allez répondre après avoir entendu les gens dans le métro. Non, parce que vous me dites. Écoutez, j'ai envie de répondre à ce genre de baratin insupportable. C'est pas simplement du baratin, il dit aussi une réalité. Mais on peut répondre ou pas ? Mais vous allez en fait, il n'y a que vous qui avez le droit de parler. Non, mais je sais pas. Vous depuis 3 minutes, vous parlez de la propagande du gouvernement, donc. Oh là là. Franchement, pas ça, pas avec ce que je viens de dire, la propagande. Alors, mais justement, ça se contredit. Justement, vous contredisez, justement. Mais non, justement, j'ai un esprit subtil et nuancé. On dirait pas, là. Je vous le dis. Bon, écoutez le métro. Eh bien, moi, ma ligne, c'est le RER-E, mais un train sur 10, c'est pas possible. Donc, du coup, c'est mon mari qui va déposer au RER-A et... Voilà, mais je vois que ça fonctionne bien sur le A, donc je suis très contente. Un peu stressée quand même, parce que là, j'ai plusieurs correspondances à faire. Et du coup, j'espère qu'au moins, je vais pouvoir avoir la ligne 8 ou bien rattraper la ligne 1. Inquiet, oui, un peu. Parce que combien de temps ça va prendre ? C'est ça un peu l'inquiétude. Après, si aujourd'hui, si à demain et après-demain, là, ça deviendra compliqué. Je fais avec, c'est tout. J'ai pas vraiment le choix, donc je vais au travail, c'est tout. Ça fait 1 heure que je suis là assise en train d'attendre les transports
pour pouvoir aller prendre ma croûte, pour pouvoir manger. Je me demande comment je vais faire pour pouvoir rentrer. Bon, c'est ça le paradoxe, parce que les militants de la CGT que j'entends sont parfois perçus par ces gens-là comme des privilégiés. Alors, excusez-moi, mais je veux bien que vous fassiez de la ventriloquie, mais il y a des enquêtes d'opinion. Je ne sais pas si vous les avez vues, mais hier, vu que vous avez dit qu'hier, j'étais ici sur ce plateau, hier, le présentateur, votre collègue Julien Pasquet, a mis les sondages, et ils sont clairs. Donc, je veux dire, on peut à un moment... dire ce qu'on veut, faire du micro-trottoir, il y a des enquêtes d'opinion. Et je crois qu'il y a 63% des Français qui soutiennent l'action des syndicats et 60% qui sont pour les blocages. Non mais c'est intéressant. Mais vous avez raison. Moi je veux bien. Vous posez le débat, vous ne mettez pas cette réalité. Il n'y a pas de contradiction. Et ensuite, si je peux répondre, parce qu'on a écouté M. Attal. Moi je vais vous dire, ce que dit M. Attal, c'est, pour dire un truc pareil, comme disait ma grand-mère séfarade, faut être né 8 jours avant la honte. Pour dire un truc pareil. C'est scandaleux de dire ça. Mais non, c'est vrai. Non mais alors, on peut répondre ou pas? Alors, donc je vous réponds, pourquoi c'est scandaleux? Vous héritez l'anathème, pourquoi pas? Très bien. Mais donnez des arguments. Je pourrais, ce serait super si je pouvais le faire. Donc en l'occurrence, on a un gouvernement qui impose une réforme dont personne ne veut, alors qu'il n'y a aucune urgence de financement, qui veut faire trimer tous ces gens que vous avez vus 2 ans de plus. Le gouvernement s'entête contre l'unanimité syndicale. Ça fait des mois qu'on le prévient qu'attention, ça va pas se passer comme ça. D'abord, on le prévient. Ensuite, il y a des journées de mobilisation espacées. Et enfin, il y a cela. Et vous nous dites que c'est nous les responsables. Écoutez, je vais vous dire un truc. Je n'ai pas dit ça. Sur le plateau, il y en a peut-être mais je n'ai pas dit ça. Mais les salariés ne le croient pas. Je n'ai pas dit ça. Donc le responsable de la situation, c'est Gabriel Attal et ses petits copains. Je n'ai pas dit ça. Voilà. Vous l'avez pas dit, mais moi je le dis. J'ai dit que les premières victimes du mouvement de grève, c'est les petites gens. Les premières victimes de cette réforme scélérate, c'est les petites gens. Et vous savez quoi, Pascal, vous allez venir avec moi pendant la manif et on va voir qui sont les manifestants, vous allez leur demander leur salaire. Je suis d'accord avec vous. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, mais c'est pas ce que vous avez dit il y a 10 minutes. Non, mais vous confondez 2 choses, en fait. Charlotte Dornelas. Oui, c'est bien, vous allez m'expliquer. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais ayons un ton agréable pour échanger. Calmez-vous, en fait. Oui, enfin, excusez-nous, on est en pleine... Attendez, moi, je suis en pleine mobilisation. J'entends vos arguments qui reprennent la propagande du gouvernement. Je vous réponds. Si ça vous émoustille... Benjamin, excusez-moi. Benjamin, ne dites pas que je reprends... Vous le prenez mal, mais c'est pas mon... Ne dites pas que je reprends la propagande du gouvernement. Franchement, je veux bien vous relire ce que j'ai dit. Vous venez de dire Gabriel Attal a raison de dire ça. Vous l'avez dit et moi je vous dis, Gabriel Attal, c'est honteux ce qu'il dit. Je dis pas qu'il avait raison de dire ça, je dis que ce qu'il a dit était exact. Eh bien, sauf que ça n'est qu'une partie de la réalité parce que encore une fois, les premiers victimes de la réforme, c'est effectivement les petites gens. Benjamin Amar. Et c'est ça qu'il faut dire. Benjamin Amar, ce gouvernement qui fait n'importe quoi en annonçant 2 millions de personnes qui auront 1 200 €. On tombe à 40 000, 20 000 et à l'arrivée c'est 5 000. Nous le disons en permanence. Très bien. En permanence. Simplement, nous avançons avec le plus d'honnêteté intellectuelle sur ce sujet. Moi, je ne suis pas un militant, contrairement à vous, même je respecte les militants, mais ne me faites pas le procès, s'il vous plaît, de faire la propagande. Que la phrase de Gabriel Attal, elle n'est pas exacte, elle est honteuse. Mais c'est votre avis. Mais ça, c'est votre avis. Votre point de vue. Ah bon, propos qui finissent par être honteux. Il dit une réalité, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Moi, honnêtement, je suis sur la même position que Pascal. Mais il dit une réalité qui est la suivante. Vous êtes handicapé par le fait qu'il y a le télétravail aujourd'hui. C'est-à-dire que vous n'avez pas réalisé le fait qu'il y a du télétravail. Résultat, il y a beaucoup de gens qui ne se déplacent pas. La grève, ça ne leur pose aucun problème. Et ce sont généralement des cols blancs et des nantis. Donc pour eux, il n'y a aucun problème. Monsieur, ils sont en télétravail. Et ceux qui galèrent, ce sont en effet les petits. Qu'est-ce qu'il y a de faux dans cette phrase de Gabriel Attal? Qu'est-ce qu'il y a de faux? Ce qu'il y a de faux, c'est que les petites dont vous parlez, eux, ils soutiennent la grève et le mouvement. Et vous êtes là en train de pousser des cris d'orfraie contre le mouvement. Et donc, les gens sont conscients de leurs intérêts. Une seule fois dans votre vie, ce que les gens vous disent. Mais monsieur, lisez les enquêtes d'opinion. Lisez les enquêtes d'opinion, monsieur. Mais parce que ça ne leur pose aucun problème. Ils sont en télétravail. Non, monsieur. Ah bon? Les 60%, c'est que les classes sociales supérieures. Mais c'est n'importe quoi de dire ça, monsieur. Bienvenue dans la réalité. C'est n'importe quoi. Oui, vous avez des problèmes de myopie pour la regarder, la réalité. Rien, monsieur. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, essayons. Les enquêtes d'opinion, vous les interprétez librement. Essayons de garder la courtoisie, j'allais dire républicaine. Oui. On a vu ce qui se passait à l'Assemblée nationale. C'est très bien, mais moi, je suis très courtois, mais je suis pas d'accord avec vous. Mais courtois. Voilà. Mais vous allez souffrir Charlotte, pourtant. Vous voulez dire un mot avant qu'on écoute ce qui m'intéresse? Je ne vois toujours pas la contradiction. Il y a. Mais on s'en fiche, on va pas parler que de ça pendant des heures. Non, mais si c'est important quand même de dire que en effet, il y a beaucoup de gens qui soutiennent ce blocage
en raison de la réforme elle-même, ça les empêche pas de souffrir de la grève. Voilà, c'est possible de dire les deux en même temps. Alors, ça, c'est déjà beaucoup plus nuancé que ce que j'ai entendu précédemment. Vous m'avez laissé parler depuis 10 minutes. Mais c'est pas vous qui avez parlé. Je répondais à Pascal Pro, moi. Benjamin Amar, ne monopolisons pas ou ne monopolisez pas. Il n'y a qu'une personne qui peut monopoliser la parole ici, c'est moi. Donc, vous n'avez pas le droit. Bon. Il l'applique. Quelques chiffres. C'est votre côté macroniste, pour le coup, là. Mais est-ce qu'on a le droit de sourire de temps en temps? Bien sûr. Quelques chiffres. 72% des Français soutiennent la mobilisation. 63% soutiennent l'appel au blocage des syndicats. 59% soutiennent la grève reconductible dans les transports. Jamais ces chiffres, me semble-t-il, n'ont été aussi élevés dans l'histoire ces dernières années des manifestations. Je voudrais qu'on voit le sujet de Laure Parra sur le blocage des raffineries, parce que ça m'intéresse beaucoup, au-delà de ça, de voir aussi de qui se réclament ceux qui parlent. Ça m'intéresse toujours. D'où parle-t-il, comme on dit? Voyez ce sujet, et je vais peut-être vous poser une petite question, une colle, juste après. Je pose la question aux gens aussi. Quelle est l'image que vous retenez du sujet que vous allez voir? Autour de l'étang de Berre, les 3 raffineries des Bouches-du-Rhône entrent dans le mouvement. Nous sommes en grève reconductible. On sait quand est-ce qu'on commence, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. Il n'y aura plus aucune sortie de carburant, que ce soit par wagon, par pipe ou par camion. Là maintenant, trop c'est trop. C'est l'heure des comptes. Nous sommes prêts. Il n'y a pas de raison qu'on recule. Préparons-nous les uns les autres à un combat de haut niveau. À partir d'aujourd'hui et toutes les 24 heures, ces salariés de la pétrochimie voteront pour reconduire la grève et ils préviennent le gouvernement. La pénurie aux pompes surviendra très rapidement. Normalement, c'est dès demain, puisque tout le monde va remplir la voiture, la tondeuse et tout ce que vous voulez. Mais ça va désorganiser, c'est certain. En cas de réquisition, nous appellerons l'ensemble des populations, l'ensemble des secteurs économiques à converger vers ces lieux pour empêcher, y compris le gouvernement, d'agir de manière illégale. Donc nous ne pourrons pas accepter de nouvelles réquisitions. Financièrement, ces salariés se sont organisés. Des cagnottes en ligne et des caisses de grève sont déjà ouvertes. Bon, évidemment, ça nous inquiète l'essence, mais quelle est l'image que vous Évidemment, l'affiche de cet assassin qui était Che Guevara. Mais c'est fascinant. Che Guevara, c'est une horreur absolue. Mais ça, c'est votre point de vue. Ah non, c'est pas un point de vue. C'est quelqu'un qui coupait les mains. C'est quelqu'un qui coupait les mains. Vous allez garder vos injonctions morales, merci bien. Un minimum de respect pour les Cubains et tous ceux qui sont morts. Excusez-moi, moi j'étais à Cuba encore il y a quelques semaines. Je respecte beaucoup les Cubains. Pas de problème d'y aller. Excusez-moi, moi je suis pas venu ici pour recevoir vos petites injonctions morales. D'accord, ok. Donc vous gardez votre ton inquisitorial, je vous le dis. Oui, bien sûr, bien sûr. Écoutez, vos leçons sur Che Guevara. Non, attendez. C'est pas le sujet. Et ensuite, je ne les partage pas du tout. Vous êtes professeur d'histoire. Tout à fait. C'est une erreur absolue. Attendez. Non, c'est intéressant. Parce que Benjamin Amar, c'est intéressant. Che Guevara, il coupait la main des gens, de ses opposants. C'est une horreur absolue. Alors, je vais vous dire, le mythe Che Guevara, c'est effrayant. Alors, attendez, je termine. Que vous soyez professeur en fait, voilà, c'est une horreur. Bon, mais ça c'est votre point de vue. Mais non. Mais attendez, vous êtes d'accord. Attendez, moi je vais arriver, je vais vous dire Napoléon, c'est une horreur. Attendez, soyez gentil. Non mais je vais vous dire voilà, non. Non. C'est la fameuse photo de Corda. Non mais on rêve. Alors, les historiens sont d'accord sur Che Guevara, s'il vous plaît. Non mais c'est que Che Guevara effectivement faisait fusiller, a été aujourd'hui pour dire les choses très simplement et sans revisiter l'histoire. Il serait aujourd'hui évidemment accusé de crimes contre l'humanité. C'était un tortionnaire, c'est un homme qui a fusillé sans aucun état d'âme. Napoléon aussi, hein. D'état d'innocent. Pas tout à fait de la même manière. Ah bien sûr, bien sûr. S'il vous plaît, Benjamin, laissez parler autrement. C'est pas possible. Il n'y a pas beaucoup. Non. Vous pouvez pas. Je peux reprocher à Napoléon d'avoir mis l'Europe à feu à sang. Pas d'avoir fait. Vous répondrez après. Bon. Pas avoir fait fusiller des innocents de cette manière-là, puis c'était pas il y a 2 siècles. C'était notre. Il n'y a pas de poster avant de le voir dans les locaux dans les locaux syndicaux. C'est un poster qui a été dans toutes les chambres d'adolescents. Et ça, c'est une véritable mystification extraordinaire. C'est un coup mais c'est un coup magnifique. Il a un visage de Christ. C'est une photo de Corda, la fameuse photo mis dans les chambres. Mais c'est un salaud absolument intégral.
C'est un salaud lumineux. Alors, vous répondez ou pas? Alors, moi, j'adore. On a un mouvement historique, comme on n'a pas vu depuis 30 ans sur les retraites. Et ici, sur le plateau, on vient de faire le procès de Guevara. Alors, je vous dis, si vous voulez, on se donne rendez-vous sur la chaîne Histoire. Et moi, je vous le dis, tout ce que vous avez raconté là, je vous le mets. Attendez, je peux vous répondre ou pas, monsieur? Non, parce bien sûr. Là, j'ai pas dit 2 syllabes que vous êtes déjà en train de me reprendre la parole. Donc, je vous le dis. Alors, on est très tranquille. Moi, je vous le dis, Napoléon, selon même les arguments que vous venez de donner, de nos jours, il serait aussi jugé pour crime de guerre. Les guerres napoléoniennes ont fait des millions de morts, des atrocités. Donc, on n'a pas ici, ça va être très, très étonnant, mais vous et moi, on n'a pas la même vision de l'histoire. Donc, Che Guevara, j'ai pas la même vision que vous de lui. Voilà, on referme la parenthèse, mais c'est comme si un mouvement syndical venait prendre la parole avec une photo d'Adolf Hitler derrière. Et ça, c'est votre comparaison. C'est votre comparaison. Parce que Che Guevara, c'est comparer Guevara Hitler, c'est votre comparaison. Je vous le dis, moi. Non, incroyable, c'est hallucinant. Je ne compare pas Che Guevara à Hitler, c'est bien évidemment. C'est mieux, mais je vous dis, c'est comme si un mouvement syndical venait faire une déclaration d'intention. Je veux dire, Che Guevara, c'est une horreur. C'est pas pareil. Je vous le dis. C'est incitation à la haine raciale, le portrait d'Hitler derrière, et incitation à crime contre l'humanité. Voilà, c'est pas pareil. Alors, je peux essayer de... oui, je vous en prie. Et après, sur la réforme des retraites, très bien. Vous avez entendu, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est des faits. Il y a une immense majorité des Français qui sont derrière le mouvement. C'est vrai, c'est indiscutable, même s'il y en a 30% qui ne veulent pas. En revanche, il y a deux questions que je vous pose. Dans les sondages, si on regarde les sondages aussi, il y a une majorité de Français qui est très large, qui est contre les régimes spéciaux. Vous acceptez les sondages pour soutenir votre mouvement. Est-ce que vous l'acceptez sur les régimes spéciaux? Et deuxièmement, sur ce qu'on vient de voir là, un instant à la raffinerie, il y a un blocage. Le blocage, est-ce que c'est quelque chose de légal? La grève est légale. Bloquer une entreprise, bloquer un lycée, bloquer une raffinerie, ce n'est pas légal. Alors ça, c'est une très bonne question. Répondez à cette question. Ça, c'est une très bonne question parce que, voyez-vous, monsieur Leclerc, dans un mouvement social, effectivement, il peut y avoir des moments où on frise avec la légalité. C'est le cas effectivement des blocages. Ce que vous évoquez là est exact, mais il n'y a pas que ça. Je rappelle par exemple, parce que ça c'est rarement dit sur les plateaux, donc je me fais le plaisir de le dire, lorsqu'en 2010, Nicolas Sarkozy procède à des réquisitions sur les sites des raffineries, il est condamné par l'OIT. C'est ce que c'est l'OIT, c'est l'ONU. C'est l'Organisation internationale du travail qui dépend de l'ONU. Il est condamné. Ah mais ça, voyez-vous, il faudrait mettre la caméra sur Monsieur Pro, qui lève les sourcils. Non, ça n'est pas important. Donc l'ONU, le rapport à la légalité, là aussi, comment ça marche. On n'a pas le même rapport. On avance. Moi, je voulais vous faire écouter Monsieur Lépine et Monsieur Mathéu. Que vous qui sont mes camarades et que je connais très bien et que je salue d'ailleurs. Eh ben, saluons-les bien évidemment, il n'y a pas de souci. Ils ont le droit de poser devant Che Guevara. Tout à fait. Ils ont tous les droits. Il faut punir mais ils ont le droit de poser devant un assassin, effectivement. Et de se revendiquer, pourquoi pas, selon votre vision. Et c'est intéressant parce que s'ils avaient le pouvoir, ça serait intéressant de voir comment ils opéreraient. Moi, je m'inquiète de quelqu'un qui pose devant un assassin. Bien sûr. Ah oui, je ne peux pas vous dire autre chose. Oui, bien sûr. Écoutons Monsieur Lepine. Mais c'est formidable, d'ailleurs, l'extrême gauche a vraiment tous les droits en France. C'est-à-dire que tu peux venir poser devant un assassin, avec une photo d'un assassin derrière, et ça pose un problème à personne. Sauf j'aurais dû venir avec mon t-shirt alors, hein, vraiment. Mais bon. Ne vous inquiétez pas, vous serez réinvité par le régime. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez aller bronzer sur les plages. Écoutons Monsieur Lépine et Mathéu. Écoutons vos deux camarades, comme vous dites, de la CGT. Écoutons. Le monde du travail dit non, nous ne voulons plus de cette situation. La réforme des retraites, c'est la réforme de trop. Et donc, c'est terminé. Nous sifflons la fin de la récréation. Et ce sont les gens qui produisent les richesses au quotidien, les petites mains qu'on n'a jamais reconnues, qui disent au gouvernement, maintenant, vous allez nous écouter. Que ceux qui veulent nous traiter de terroristes le fassent autant qu'ils veulent. Nous, les seuls intérêts que nous prenons en compte, c'est l'intérêt des nôtres, c'est-à-dire les travailleurs, les travailleuses, les retraités, la jeunesse. Il y en a assez d'affronts, il y en a assez de crachats sur tout ce qui a fait et fera la richesse de ce pays. Il est temps que les travailleurs et les travailleuses se fassent respecter. Préparons-nous les uns les autres à un combat de haut niveau. Alors ça c'est intéressant Florian Tardif parce que c'est à mon avis ce que n'a pas vu le gouvernement. Le mot la réforme de trop. Je crois qu'il y a beaucoup de psychologie là-dedans et ils n'ont pas vu que ça, c'est pas tant la réforme des retraites qui est attaquée, c'est tout. Quand je disais non à l'inflation, non à Bruxelles, non aux petits salaires, etc. Et ça, c'est un souci majeur pour ce gouvernement qui aura été aveugle jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, lorsque vous dites la France dit non, ce sont les actifs
qui disent non, les actifs qui sont en train de se retourner contre Emmanuel Macron, qui se détournent de lui. D'ailleurs, il est en train de perdre une partie de son socle électoral. Ça va être compliqué pour les prochaines élections. Et ce qui est intéressant de noter, et d'ailleurs c'est ce qui inquiète au sommet, c'est que au cœur des cortèges, on parle bien évidemment de la réforme des retraites, mais on ne parle pas que de la réforme des retraites. Et ça, le gouvernement, effectivement, ne l'avait pas anticipé. Mais ça, c'est une question de psychologie. Les petits hommes gris, qui ne voient jamais rien venir, qui n'avaient pas vu venir les gilets jaunes, vont dans le mur. Cette réforme, elle est mal ficelée, elle est mal vendue, elle est incompréhensible, elle est injuste, elle est tout ce qu'on veut. Et elle est coûteuse. Et elle est coûteuse. Alors vous l'avez dit ce matin, pourquoi elle est coûteuse ? Parce qu'en plus, elle coûte de l'argent. Maintenant le déficit structurel qui était censé être comblé, maintenant, puisque chaque jour on ajoute des dépenses supplémentaires pour tenter d'obtenir les voix notamment des Républicains, et nouvelles dépenses de nouveau hier, ce CDI pour les seniors, 800 millions, voire 2,2 milliards d'euros qui pourraient s'ajouter. Ouais. Et ce qui est intéressant... Non, mais ça ira pas jusqu'au bout, les 800 millions. Non, mais ça ira pas jusqu'au bout. Mais justement, ça ira pas on va expliquer aux gens, je pense qu'il va y avoir une contestation d'ampleur la semaine prochaine par rapport à ce qui va se passer la semaine prochaine. Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine ? Il va y avoir l'organisation d'une CMP, une commission mixte paritaire. C'est-à-dire que 7 députés, 7 sénateurs vont se réunir pour trancher sur ce qu'il faut garder du texte. Et il y a de nombreuses mesures qui ont été données comme cela à la population pour tenter de calmer le mouvement qui vont être retirées. C'est un peu technique, mais j'ai eu effectivement Pierre Charon hier, qui est sénateur, qui m'a expliqué tout ça. Mais cela va être retiré. C'est-à-dire que, par exemple, un dispositif carrière longue, les gens vont dire, il y a eu quand même des avancées. La semaine prochaine, on va leur dire, non, en fait, c'est abandonné. C'est abandonné, vous ne le savez pas, mais c'est abandonné, c'est plus dans le texte. Je suis d'accord. On verra l'état de la contestation et de la mobilisation. On marque une pause, c'est pour ça qu'on entre dans une période, personne, j'ai dit tout à l'heure, personne ce matin ne peut répondre à ce qui va se passer dans ce pays. Parce que je pense que l'exécutif ne comprend rien à ce qui se passe. Rien. Donc, quand on ne comprend rien à ce qui se passe, c'est tant mieux. 14 personnes qui se réunissent pour décider de la réforme des retraites et de ce qui va venir... Bon, on marque une pause et on revient pour reparler d'abord de la mobilisation de la jeunesse, des conflits longs, du blocus challenge, et puis on a plein de sujets évidemment à parler. À tout de suite. Alors vous voyez, monsieur Amar, vous êtes responsable, on est très en retard. Il est 9h33 alors que d'habitude le rappel de l'info avec Barbara... c'est de ma faute en plus. Et oui, c'est de votre faute, parce que vous parlez tout le temps. C'est de ma faute. Barbara Durand nous rappelle les titres à 9h33, il devrait être 9h30. On a perdu 3 minutes. 6e journée de mobilisation contre la réforme des retraites et des premières tensions très tôt ce matin à Saint-Denis. En Seine-Saint-Denis, des membres des forces de l'ordre sont brièvement intervenus pour permettre aux bus de quitter un dépôt RATP. Les bus sont finalement sortis du dépôt vers 8h. À Nantes, après avoir bloqué un rond-point d'accès à l'aéroport, les syndicats sont actuellement en train de tenir une assemblée générale devant l'aéroport afin de décider de la suite de la journée. La participation à la manifestation, mais aussi une éventuelle opération escargot. Enfin, c'est la première journée d'une nouvelle phase avec un nouveau mot d'ordre, mettre le pays à l'arrêt. Déclaration de Philippe Martinez ce matin sur France Info. L'objectif, c'est que le gouvernement retire son projet, a martelé le leader de la CGT. Le syndicat a d'ailleurs annoncé ce matin que les expéditions de carburant étaient bloquées, et ce, dans toutes les raffineries de France. Tardif, avant que vous nous quittiez, on est d'accord qu'on ne bouge pas. La ligne du gouvernement, c'est on ne bouge pas. Mais on ne bouge pas jusqu'à quand ? Jusqu'au 26 mars. Voilà la ligne du gouvernement, c'est-à-dire c'est la fin du calendrier législatif, ça peut être très long. Ça peut être long. Parce que 20 jours sans bouger... j'ai vu par exemple les éboueurs Oui, tout à fait. Les éboueurs en grève, donc si les éboueurs, si les routiers, si la blocage, on va parler déjà. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure, c'est une partie de poker qui est en train de se jouer avec 3 joueurs, les syndicalistes, le gouvernement, les Français. Le gouvernement a fait tapis avec une paire de 5, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure. Reste à savoir quelle sera la main des syndicalistes et comment l'opinion va réagir. Puisqu'on se souvient de 95, il a fallu paralyser le pays pendant 3 semaines. Oui, mais l'opinion, contrairement à ce que pense, moi c'est mon pari, contrairement à ce que pense le gouvernement, l'opinion va se retrouver sur Macron. Contre Macron, on va dire arrêtez maintenant, ça suffit quoi. Votre réforme ne sert à rien, donc vous enlevez votre réforme. Ça, c'est le sentiment que j'ai. Je peux me tromper. La communication de ces dernières semaines, effectivement, je peux me tromper parce que a compris que malheureusement la réforme... Votre réforme ne sert à rien, donc ou vous partez, ou vous faites des élections, vous faites ce que vous voulez, mais vous remettez le pays normalement.
Et c'est lui qui est en première ligne. Je pense qu'ils ne s'en rendent pas compte. C'est lui qui est en première ligne. Quand vous entendiez, Éric Woerth ce matin chez Florence Martelly, avec une morgue, c'était juste complètement fou. Oui, moi j'ai parlé avec Éric Woerth, après j'étais un peu surpris. Parce qu'il dit non, c'est l'écume des choses. Tout ça n'est rien. Bon. Moi, je lui ai dit, attends, voilà. Il m'a dit c'est superficiel. C'est lui qui a mené quand même la réforme des retraites. Mais peut-être qu'il a raison. Il a mené jusqu'à son terme. Mais peut-être qu'il a raison. Moi, j'ai dit tout à l'heure, je n'en sais rien. Personne ce matin ne peut répondre. Donc après, on est tous dans des analyses. Merci Florian. Noémie Schultz va vous remplacer parce qu'on parlera de Pierre Palmade. C'est l'actualité également. Je voulais simplement qu'on parle des jeunes. Parce que alors les jeunes, ils ne se mobilisent pas quand même pour le moment. Il y a des tentatives, notamment avec M. Boyard. Mais visiblement, ça ne bouge pas beaucoup. Vous voyez le sujet de Sarah Fenzari. Là, on est en train de faire les pancartes pour la manifestation contre la réforme des retraites, donc de mardi. Encore quelques griffonnages sur les pancartes et quelques réflexions sur les nouveaux slogans. Plus que quelques heures pour ces étudiants de l'université Paris-Créteil avant leur mobilisation. La jeunesse se doit de se mobiliser contre ce projet de réforme, parce que de manière générale, on voit ces dernières années que la jeunesse ne se sent pas écoutée en fait, dans les débats sociaux. La jeunesse, là, elle en a marre, elle a envie de se mobiliser, elle a envie de faire changer les choses. Des étudiants qui, malgré leur jeune âge, se sentent de plus en plus concernés par la réforme des retraites. On va être concernés déjà pas dans le futur, mais aussi parce que nos proches sont concernés. Moi, mes parents sont concernés. Et plus globalement, c'est aussi par rapport à un désaccord avec un projet de société de façon plus globale. C'est-à-dire que là, actuellement, les jeunes, aujourd'hui, ils sont précaires. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui ont du mal à se loger, qui ont du mal à se nourrir. Et derrière, la réforme des retraites, toutes ces politiques antisociales, c'est des choses qui font rajouter une goutte d'eau dans le vase et qui font juste déborder le vase. Jeudi, les étudiants seront à nouveau dans la rue pour une journée de mobilisation dédiée à la jeunesse. Bon, c'est intéressant d'écouter ces jeunes parce que ça fait 40 ans qu'ils sont élevés au lait d'enlever la responsabilité sur la vie qu'ils mènent et ça arrive à ces discours-là. Quand j'entends la précarité d'un jeune de 18 ans, moi je veux bien, il y a juste pour le coup à sortir dans la rue, à aller au McDo et de pouvoir travailler. Parce que c'est ça la réalité. C'est-à-dire que tu peux être étudiant et puis tu peux faire un job à côté. On l'a tous fait. Oh, voilà, c'est ce qu'on faisait tous. Mais ce discours aujourd'hui, si simplement vous dites ça, non, la phrase que je viens de dire, si un adulte dit ça, c'est « vous me méprisez, pour qui vous me prenez, je ne peux pas travailler, être étudiant et faire un job d'appoint, etc. » Donc moi, en fait, j'en peux plus non plus de ce discours-là. Et j'en peux plus de... J'ai le droit. Ben voilà. Je suis responsable de rien, j'ai le droit. Voilà. Donc, mais ça fait 40 ans, effectivement, que les uns et les autres sont élevés à ce lait-là. Donc... C'est un peu plus compliqué ça quand même. Hein. Oui, non, sans doute. Quand vous prenez la détresse de Parcoursup, qui est tout à fait, absolument monstrueux. Quand vous prenez le fait que le logement, parce que c'est la différence entre vous et moi quand nous étions jeunes, c'est que le logement aujourd'hui c'est interdit, à moins de vivre chez ses parents. Quand vous prenez aussi parfois... Vous parlez des étudiants ou vous parlez de ceux qui entrent dans la vie active? Pas les étudiants. Là on parle des étudiants. Voilà. Quand vous prenez aussi... Pour certains, la détresse alimentaire. Je vous rappelle quand même que pendant le Covid, on a vu des gens, des jeunes aussi, très nombreux, fouiller dans les poubelles. Hein, pour mais vous allez travailler. Tout ça, vous pouvez travailler quand vous êtes étudiant. Combien vous êtes payé au McDo? Vous rigolez ou quoi? Mais vous pouvez à temps partiel, vous savez combien vous touchez? Et vous connaissez le prix de l'immobilier parisien? Mais non, mais on rêve, attendez. Mais moi, je suis prof au lycée. Donc des anciens élèves qui ont eu leur bac et qui me recontactent ensuite 2-3 ans mais Benjamin, après. on a tous été étudiants dans une chambre. Que ce que vous venez de on a tous été étudiants dans une chambre de bonne en arrivant à Paris. Il ne vous a pas échappé que la situation... Vous venez de dire tout à l'heure que les classes moyennes avaient vécu de ces dernières années une terrible précarisation. Et ben c'est pareil pour leurs jeunes. Et c'est bien pour ça qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont en colère parce qu'ils ne peuvent plus venir en aide à leurs enfants comme on pouvait faire par le passé. Donc la situation a changé. Ça c'est juste. Voilà, il n'y a pas de problème. Bien sûr que c'est vrai, mais vous voyez bien que dans le discours, c'est ultra théorique en fait. Là, en l'occurrence, les exemples qu'on avait, ils étaient caricaturaux. Ce que vous dites est parfaitement vrai, c'est pas ce qu'on a vu dans ce reportage, c'est tout. Par ailleurs, bloquer une université et empêcher d'autres étudiants d'aller en cours et tout le discours, en effet, ça réglera pas Parcoursup, qui est un scandale, et ça réglera pas l'acquisition des savoirs que certains n'ont pas chez eux. Alors, le problème, c'est que Parcoursup, il n'y a rien qui le fait bouger. Cette réforme est infâme et elle se déroule année après année. Elle provoque de la sélection à l'université. Et en réalité, c'est tout ça qui agglutine les colères. Mais écoutez, je vais vous dire un truc. Vous avez raison. Vous savez quoi? On est assis en réalité sur une colère sociale explosive et on peut continuer à dire
que ce sont ceux qui ne parlez pas tout le temps. Mais attendez, depuis tout à l'heure, c'est vous qui parlez. C'est ceux qui, en réalité, se mobilisent qui sont dans Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez le faire, Pascal, il n'y a pas de problème. Mais Parcoursup, c'est une erreur déjà. Pourquoi c'est une erreur? Parce que d'emmener 90% d'une classe d'âge au bac, ça n'a pas de sens. Ça encombre Parcoursup. Et la sélection, il fallait la faire parce que tout le monde n'est pas capable de faire des études. On ne pouvait pas créer des places à l'université. Voilà. C'était ça la seule solution. Donc les gens doivent se satisfaire des politiques publiques, Monsieur se Amar, taire. vous savez quoi? Et effectivement, derrière, c'est un scandale quand ils se mobilisent. La sélection, elle se fera plus tard. Et là, en l'occurrence, quand vous bloquez l'université, il y a ceux qu'on reçu à la maison. Il y a eu des blocages là pour le moment, de quoi vous parlez là? Il y a des blocages. Non, mais là, c'est ce que vous encouragez. Non, mais vous faites de la ventriloquie en plus, c'est bien. Non, arrêtez avec ouais. là. Non, mais attendez, en l'occurrence, vous avez des gens qui font des pancartes pour se mobiliser et ça vous provoque des cris d'effroi. Non, c'est pas que ça me provoque des cris d'effroi. Je vous dis simplement qu'il y a certains étudiants qui n'auront pas accès à un savoir, qu'ils n'auront pas par ailleurs. La sélection, croyez-moi, elle se fera. Mais là, elle est dans le système, madame. Elle est dans le système. Dès l'entrée à l'université, il y a une petite nuance. Vous qui aimez bien les nuances, il y a une petite nuance avec Parcoursup. C'est le système lui-même, d'emblée, qui crée la sélection à l'entrée de l'université. Et ça, c'est extrêmement grave. Et ça vous ennuie, la sélection, en fait? Pardon? La sélection, ça vous Non, ennuie? moi, j'aimerais bien que les gens puissent avoir accès à l'université. Moi, il y a des élèves. Je peux vous dire que j'ai vu à l'échelle, en tant qu'enseignant, j'ai vu, effectivement, la rupture de Parcoursup. Voilà. Pardon de rentrer dans le concret, dans l'abstraction. Dernière chose, je salue Noémie Schulz. Notre émission est un peu animée, mais c'est normal, puisque Noémie Schulz va vous parler de, non pas de Parcoursup, mais de Pierre Palmade. Mais je voudrais qu'on voit juste le sujet d'Antoine Estève. Oui. Oh, elle est belle. Pardonnez-moi. Bon. Je ne sais pas s'il faut rire sur ces sujets-là, mais bon, je vous l'accorde. Antoine Estève, le conflit sera-t-il long? Voyez ce sujet. Au siège de la CGT à Bordeaux, depuis les grandes manifestations de 1995, on n'a jamais produit autant d'affiches et de banderoles contre un projet de réforme. En Gironde, d'après la CGT, 8 grandes entreprises sur 10 ont des salariés grévistes ce mardi. On le sent partout, l'envie d'en découdre. On a de plus en plus d'appels pour demander comment on fait grève. On a de plus en plus d'appels pour savoir quelles sont les modalités, notamment à Bordeaux. On sent que ça va être un nouveau niveau de mobilisation. La plupart des responsables syndicaux affirment que la grève va se poursuivre, au moins jusqu'à la fin de la semaine. C'est en tous les cas arrêter l'économie et c'est la volonté des salariés. On est aujourd'hui dans une volonté de reconduire le mouvement, durcir le mouvement, pour faire modifier le schéma et la logique du gouvernement. Au syndicat Force ouvrière, nous prenons le pouls des assemblées générales. Ici, des enseignants du second degré affirment qu'ils sont très motivés pour poursuivre leur mobilisation plusieurs jours encore, même si la grève coûte très cher. On a fait des réserves d'argent, on sait très bien que pour les salariés c'est difficile. On va avoir un fonds qui va être de 35 € par jour, ce qui est quand même pas ridicule, dès le premier jour de grève, parce que bien sûr on est adhérent de l'organisation. Pour faire voter la grève dans les entreprises, les syndicats peuvent compter sur leurs troupes, dont le nombre a fortement augmenté depuis le mois de janvier. 200 adhérents en plus dans cette union départementale, du jamais vu depuis près de 30 ans. Et oui, c'est ça qui est vraiment très très intéressant, à mon avis, que le gouvernement, pour le coup, ne voit pas cette différence. Depuis le début. Oui, et notamment en région. Ils n'avaient pas vu venir, mais ils n'ont pas compris ce qui s'était passé. Bien sûr, et notamment en région, parce que dans la France de M. Macron, tout va bien. En fait, Emmanuel Macron, c'est la France qui va bien. Donc il n'y a pas de souci. Et tous les gens autour de lui, c'est Eric Woerth qu'on a vu, c'est la France qui va bien. Mais moi, je suis frappé de la déconnexion avec des gens qui vont très mal et dont ils ne se rendent pas compte qu'ils vont très mal. Donc, il y a un moment, ça peut effectivement exploser. Une chose, écoutons Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs. Bonjour. Alors, samedi, vous êtes allé faire les courses, vous avez pris cher. Eh bien, demain, c'est mardi, et c'est Macron qui va prendre cher. Quand on va passer à la journée du 7 mars, ça sera le moment de se rappeler que, en plus de toutes nos raisons, qui est de ne pas accepter la retraite à 64 ans, il y a aussi le fait qu'on n'accepte pas d'être tondu comme les gens le sont aujourd'hui par cette hausse des prix. Pour moi, c'est la même bataille pour deux raisons. C'est les mêmes qui profitent et c'est les mêmes qui ont créé ou laisser aller la situation de désordre dans laquelle on est. Bah, évidemment, lui fait de la politique et c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on dit non à Macron, mais on ne dit pas oui à Mélenchon, bien évidemment. Bon, on fait juste une parenthèse pour parler de Pierre Palmade. Et on reviendra tout à l'heure à l'actualité sociale, à l'actualité étrangère également, parce que vous n'avez pas dit encore un mot. Mais oui, vous pourriez servir le café quand même. Il faudrait que vous me décodiez le voyage d'Emmanuel Macron en Afrique, parce qu'il y a une telle différence entre ce que je lis sur les réseaux, les images que je vois sur les réseaux, et ce qui se dit
j'allais dire dans la... non pas dans la Pravda, mais ce qui se dit dans les organes officiels. Non, mais plus personne n'écoute ce qu'il dit. C'est ça la véritable curiosité. Par contre, tout le monde a remarqué qu'il était allé en boîte de nuit le samedi soir. Mais voilà, mais personne ne le dit. Les gens qui l'aiment bien et les gens qui ne l'aiment pas, parce qu'il avait à la main une castelle. Parce que c'est quoi une castelle? La vraie devise française en Afrique, c'est... À chaque journée de travail mérite une castelle. C'est quoi une castelle? Une bière. La bière, c'est la bière. Je le sais que c'est française. Et du coup, la brasserie Castel a sauté. C'est-à-dire? Elle a flambé. Les cocktails Molotov l'ont fait flamber immédiatement, illico. On a vu le président Macron avec sa Castel à la main. Et dans les heures qui ont suivi... Mais où? À Bangui-la-Coquette. Donc on est allé attaquer... Oui, la brasserie Castel. La brasserie Castel à Bangui parce que Emmanuel Macron avait une bière à la main. Sans doute. En tout cas, le coup de pub qui a été donné à Castel n'a pas vraiment fait les affaires de Castel. C'est terrible. On n'est pas très aimé finalement. On a des ennemis, vrais. On a de vrais ennemis. Vous préférez que je vous parle de l'amitié mutuellement profitable? Non, je voulais que vous me fassiez un petit décryptage de son voyage en Afrique, mais c'est court. Pierre Palmade, si je voulais résumer, judiciairement, on n'y comprend plus rien. Non, c'est un peu compliqué. On n'y comprend plus rien. Et alors, l'image, là encore, de la justice qui est donnée à travers cette séquence Palmade, pour monsieur ou madame tout le monde, c'est pile ou face, quoi. Tu sais, un jour c'est ça, le lendemain c'est autre chose. C'est étrange. Tout s'explique, hein. Mais, bien sûr, mais comme toujours, tout s'explique. Mais je résume ça, là encore, de manière un peu caricaturale, en disant personne ne comprend plus rien. Parce que Pourquoi si on résume, vous avez, dès le début, le parquet de Melun qui demande un placement en détention provisoire, un premier juge des libertés de la détention qui dit non, il est assigné à résidence à l'hôpital, un appel qui est fait par le parquet, donc une audience devant la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris. La chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris dit si placement en détention provisoire avec mandat de dépôt immédiat, donc mise sous écrou immédiate, et la défense de Pierre Palmade qui fait une demande de mise en liberté auprès de la juge d'instruction, et la juge d'instruction qui dit d'accord, à nouveau placement sous contrôle judiciaire, enfin en tout cas à nouveau l'assignation à résidence à l'hôpital, et le parquet de Melun qui fait à nouveau appel avec même un référé détention. Et c'est ce qui nous amène à nouveau devant la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris en fin de semaine pour une nouvelle audience. Mais il y a une expertise médicale, manifestement. La question, ce qui se passe, c'est qu'il a eu cet AVC, Pierre Palmade. Il a fait un AVC juste après l'audience. Les conséquences sont, quand je dis graves, peut-être gravissimes, manifestement. Importantes. Il a été opéré ces dernières heures? Alors, je n'ai pas cet élément-là sur une opération. J'ai le fait qu'il a changé d'hôpital mais c'est difficile d'avoir le détail précis de son état de santé. C'est normal, ça relève du secret. La question, c'est effectivement l'AVC, il a eu lieu pendant le week-end qui a suivi l'audience devant la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris. L'audience, c'était le vendredi. À ce moment-là, quand l'avocate de Pierre Palmade vient, elle arrive avec des éléments sur son état de santé, mais il n'a pas fait cet AVC. Donc la question, c'est est-ce que la Cour d'appel de Paris, les trois magistrats ont pris cette décision avant d'avoir des éléments sur l'AVC, mais auquel cas pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas éventuellement ils se sont pas réunis lundi matin avant de rendre la décision? Est-ce qu'ils ont été saisis par la défense de Pierre Palmade pendant le week-end en leur disant regardez, il y a cet AVC? Tout ça est assez compliqué, mais effectivement il y a donc une nouvelle audience vendredi et donc on ne sait toujours pas si au final Pierre Palmade ira un jour en détention provisoire. En tout état de cause, il n'est aujourd'hui pas en état physique de pouvoir être incarcéré, ça c'est une certitude. Bon, c'était bien de faire un point ce matin sur cette affaire que nous suivons et qui nous a permis pendant quelques secondes d'échapper à notre dossier social du jour. Revenons sur le blocus challenge. Merci Noémie. Sur le blocus challenge et ce qu'a dit Madame Borne sur les propos de Louis Boyard, qui je rappelle est député de la République et qui proposait de bloquer le pays, ce qui est parfaitement illégal. Écoutez ce que disait Madame Borne hier soir à l'émission C'est à vous. Je trouve que vous voyez de la part d'un député de la République qui finalement n'a pas vraiment participé au débat à l'Assemblée nationale, de considérer qu'une réforme des retraites, c'est l'occasion de faire un concours sur TikTok ou je ne sais quel réseau social. Voilà, je pense que là aussi, c'est une question de responsabilité. Je pense que ça n'est pas exactement ce qu'on attend d'un député. Alors, ce qui est intéressant, c'est que même à l'UNEF, la présidente de l'UNEF est contre M. Boyard. On va l'écouter, elle s'appelle Iman Ouelad. Elle dit il n'a pas à s'occuper de ça. Écoutez.
Les jeunes n'ont pas besoin en fait d'avoir des députés ou des politiques qui viennent en fait leur expliquer la vie. Justement, c'est ce qu'on dénonce via cette mobilisation. On dénonce en fait des politiques paternalistes où on explique constamment aux jeunes comment est-ce qu'ils doivent faire leurs études, comment est-ce qu'ils doivent travailler, comment est-ce qu'ils doivent vivre leur vie. Et donc l'objectif là, nous, c'est que les jeunes se mobilisent eux-mêmes. Ils ont déjà des réflexions, des discussions ensemble. Et c'est pas l'intervention des politiques dans les universités qui va changer les choses. Qui avait écrit cette phrase exceptionnelle ? Oui, qui l'a écrit cette phrase ? Qui a écrit cette phrase ? Non, mais elle est géniale, cette phrase. Parce que vous avez Iman Ouelad qui dit que M. Boyard est paternaliste. Bien sûr, c'est beau. Je veux dire, vous qui êtes prof d'histoire, on peut avoir un peu de recul. On peut de temps en temps ne plus être militant pendant quelques secondes. Ça vous est peut-être difficile, mais cette phrase... C'est quoi la question ? Il n'y a pas de question. Ah d'accord, oui. Alors c'est quoi la remarque sur c'est une remarque que la révolution dévore ses enfants. Oui, enfin, dévore ses enfants, vous allez peut-être un petit peu... je salue. Vous allez beaucoup en besogne quand même. En l'occurrence, ce que dit Je salue M. Maffezoli, qui entre à l'instant, que vous connaissez, qui est un bel esprit, sociologue, et qui a écrit... Alors lui, pour le suivre et l'inviter régulièrement, lui, pardonnez-moi, c'est pas très... poli ce que je dis là, Monsieur Maffezoli. Ce qui arrive là, vous l'avez quasiment écrit depuis 5 ans. Le temps des révoltes, le temps de ce qui se passe, le temps des peurs. Alors là, il y a 2 bouquins qui s'appellent Le temps des peurs et Le temps des révoltes. Mais dans la logique de l'assentiment, et moi je voulais vous poser cette question toute simple. Il y a 2 chiffres qui apparaissent contradictoires. D'abord, 72% des gens, je crois, sont contre. Et 72% des gens sont contre la réforme. Mais près de 60% disent qu'elle va quand même passer. Bon. Et beaucoup de gens disent c'est contradictoire. Est-ce que ça entre dans la logique de l'assentiment selon vous ? J'en sais rien. Vous savez, mes livres sont très ennuyeux, donc c'est pas de... Déjà, vous avez une superbe couverture de William Blake. C'est très joli. William Blake peintre. Voilà, donc maintenant, c'est un livre sur la mystique, ce livre. Donc de toute non, mais si vos livres sont ennuyeux, arrêtez, parce que j'ai déjà un monsieur qui fait de l'ironie en permanence avec Vincent Herouet qui dit tout ça n'est rien. Si vous vous y mettez... Je suis poli, parce qu'en général, dans mes livres, je dis qu'ils sont assez chiants, même. Voyez, bon, d'accord. Donc, mais qu'est-ce que ça veut dire dans la logique de l'assentiment ? C'est ça que je dis. Churchill, quand il dit « Je ne crois aux sondages que ceux que j'ai d'abord trafiqués ». Oui. Donc je pense qu'il faut se rendre compte que ces sondages ne veulent plus dire grand-chose. Le vrai problème, c'est pas la retraite. Le vrai problème, c'est pas le pouvoir d'achat. Le vrai problème, c'est pas l'inflation, des trucs comme ça. Ça, ce sont des prétextes dont on se sert, bien évidemment. Il y a un changement de fond qui est en jeu actuellement. La longue durée des histoires humaines, disait Brodel. Eh bien, c'est le fait qu'on est en train de passer d'une société à une autre. Chaque 3 siècles, cela se passe. C'est ainsi. Mais on passe à quelle société ? Vous me faites peur ? Il faut avoir peur. Il faut avoir peur. Mais c'est laquelle, c'est laquelle celle qui arrive, rassurez-moi. Non mais c'est laquelle ? C'est laquelle celle qui arrive ? Eh bien, certains l'appellent cela la postmodernité. Je suis de cela, c'est-à-dire où les grandes valeurs, la valeur travail ne sera plus à l'ordre du jour. Où à bien des égards, le rationalisme ne sera plus à l'ordre du jour, où le progressisme ne sera plus à l'ordre du jour. Et qu'est-ce qui sera à l'ordre du jour ? Eh bien, on va le voir, vous allez le voir. Mais quoi ? Mais dites-moi quoi ? Attendez, arrêtez là. Vous savez que je suis, parmi mes livres, j'ai écrit Le temps des tribus. Oui. Bon, et c'était le fait que c'était l'idéal communautaire qui était en gestation. C'est pas l'individualisme. Être ensemble pour être ensemble. Ce ne sera plus le rationalisme, c'est l'émotionnel. Ce qui est en train de se passer actuellement, c'est de l'émotionnel, en acte, comme les gilets jaunes, comme les boulets rouges, comme les combats de la liberté, etc. Et ce ne sera plus le demain, on rasera gratis. C'est un peu quand même théorique parce que aller dire ça qui était 900 € par mois, si vous me permettez, Monsieur Maffezoli, c'est un peu... Si vous m'invitez... C'est un peu Collège de France. Oui, mais je suis prof de la Sorbonne. Oui, je suis d'accord avec vous. Si vous m'invitez, c'est pour que j'essaie de dire ce qui me paraît être de fond, un inconscient collectif. Soyez attentifs à ce que je dis. Un inconscient, c'est pas parce que vous avez une très belle chemise aujourd'hui, veste, splendide, que je ne peux pas dire ce que j'ai envie de dire. En la matière, il y a un mouvement de fond qui est en jeu actuellement. C'est pas dans la conscience, c'est dans l'inconscient collectif. Et cet inconscient collectif ne se reconnaît plus dans les classes au pouvoir. Et les formes partis ou les syndicats ne représentent plus grand-chose. Mais bien c'est pas ce qu'on voit en ce moment. Mais on va marquer une pause. On va marquer une pause. Parce que Emmanuel Macron a réussi ce truc formidable à relancer les syndicats. Oui, il faut voir si ça va durer longtemps. On va marquer une pause et on revient donc avec M. Maffezoli. Donc, c'est pour ça. Là, il nous a pas... C'est pas une catastrophe de relancer les syndicats. Ah oui, au contraire. Dans une société équilibrée, ça aurait été au moins une chose. Des représentants. Mais bien sûr, moi je préfère les syndicats aux gilets jaunes. Je suis d'accord avec vous. La pause. La pause à tout de suite.
Il est 10h01 et c'est Barbara Durand qui nous rappelle les titres. Le Blocus Challenge défendu par Manuel Bompard dans une vidéo. Louis Boyard a appelé les étudiants à bloquer les lycées et les universités. Je pense que la volonté de Louis Boyard, c'était d'appeler la jeunesse à se mobiliser. Et je crois que ça a fonctionné, a déclaré ce matin sur BFM le coordinateur de la France Insoumise. Pagaille en vue dans les transports en commun aujourd'hui. 80% des TGV et TER sont annulés du côté de la SNCF. Côté RATP à Paris, la plupart des lignes de métro ne circuleront qu'aux heures de pointe. Exemple, avec un train sur 3 sur la ligne 2 entre 5h30 et 10h30 et 16h30 et 20h. Entre 25% et 50% des trains circuleront sur les lignes A et B du RER. Toujours à Paris, les éboueurs appelés à la grève reconductible par la CGT. Dans la capitale, les poubelles n'ont pas été collectées dans 4 arrondissements. Hier, un des 3 incinérateurs est également bloqué par les agents de la ville, empêchant ainsi les déchets d'être brûlés. Désolé, il publie donc 2 livres en même temps. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi vous les publiez en même temps. Vous seriez venu 2 fois autrement. La logique de l'assentiment. Vous auriez pu faire un petit coffret. La logique de l'assentiment et le temps des peurs. Votre éditeur va vraiment vous écrire. Bon, mais on essaye de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et moi, je trouve qu'il y a, dans la logique de l'assentiment, il y a un passage formidable qui illustre peut-être notre époque et je voulais vraiment vous le soumettre. Ça s'appelle une soumission cadenassée par les élites. Voilà ce que vous écrivez. Le prophète est celui qui se souvient de l'avenir. C'est Léon Bloy qui dit ça. Voilà bien ce qu'est la puissance d'obédience. Un élan spirituel induit par la soumission à une autorité, celle de la nécessité. Voilà ce que refuse le pouvoir établi et l'élite déconnectée, tout simplement parce que ceux-ci considèrent que c'est à eux et à eux seuls que l'on doit la soumission aux lois qu'ils élaborent, a priori qu'ils entendent imposer d'une manière souveraine, oubliant de ce fait que la vraie autorité est celle venant du peuple, dont ils ne sont que les vacataires. Eh bien, je pense que vous avez résumé la situation d'aujourd'hui. C'est bien écrit, hein ? Oui, mais je suis d'accord avec vous. Non, mais expliquez. Écoutez, cher ami, on est en train de vivre un moment, comme cela arrive régulièrement, où il y a une faillite des élites, c'est-à-dire politiques, journalistes, experts de tous ordres, hein, ceux qui vont sur les fameux plateaux. C'est amusant, ça, ce côté théâtral. On va sur les plateaux. Ça. Il y a une faillite de ces élites et qui simplement restent sur des valeurs dépassées. Déphasé, je les ai dit tout à l'heure. Le travail, ce n'est pas une valeur déphasée. Là, je pense que vous vous trompez. Le travail n'est pas une valeur déphasée. J'aurais pu ici, je ne l'ai pas fait, citer Peggy. Tout commence en mystique, tout s'achève en politique. Mais quand la politique cesse, il y a la mystique qui revient. Pour moi, c'est ce qui est en jeu actuellement. Alors, oublions le mot mystique, mais quelque chose qui revient à un désir du spirituel, pas simplement être dominé par la valeur travail, par le productivisme, par la consommation. Un de mes grands amis, Jean Baudrillard, qu'on ne lit plus malheureusement, a écrit en son temps, et là d'une manière prophétique, la société de consommation, le système des objets, et il montait la faillite de cela. Alors voyez-vous, c'est ce qui est en jeu, c'est ce qu'on ne veut pas voir, qu'on ne sait pas voir. On vous invite. Un peuple qui se rebelle contre ses élites, tout cela pour rappeler que les soulèvements ne sont qu'une saine réaction d'un corps social, ne se reconnaissant plus dans ceux qui sont censés les représenter. Cette réaction s'affirme comme une idéosophie verticale et orgueilleuse en ce qu'elle est à la prétention de faire la vie en société. Bon, mais pourquoi tout à l'heure, à ce moment-là, lorsque on a imaginé la suite du conflit, vous avez semblé dire qu'au fond, ça ne tiendrait pas longtemps. Vous avez dit, oh, le syndicat, c'est pas sûr que ça tienne, etc. Ne confondons pas. J'ai dit que le syndicat, c'était fini. Les partis politiques, c'est fini. La forme parti et la forme syndicale, c'est-à-dire la... Mais votre sentiment sur ce qui se passe dans les 3 prochaines semaines? C'est leur métier. Il faut qu'ils récupèrent un mouvement social. Votre sentiment sur les 3 prochaines semaines? Ça va durer. Pour moi, nous ne sommes qu'au début, en quelque sorte, de ces soulèvements. Avant ce livre... Non, mais celui-là. Oui, mais ça, vous savez, notre société est comme un lac à l'eau étale, ça bouge pas. En dessous, ça grouille. Et de temps en temps, des grosses bulles. Et donc là, c'est une grosse bulle? Il y aura une autre bulle. Non mais là, les 3 prochaines semaines, est-ce que ça... oui, parce que c'est bien d'écrire des bouquins et de faire de la théorie. Mais moi, je voudrais savoir comment vous analysez la situation d'aujourd'hui. Est-ce qu'on en est là aujourd'hui? J'ai cité Léon Bloy, le prophète, c'est celui qui se souvient de l'avenir. Mon idée, c'est qu'est en train de revenir un nouveau Moyen-Âge. Oui, j'entends bien, mais les 3 prochaines semaines. Mais ça j'en sais rien. Ouais, mais c'est à vous de l'analyser. Non, moi j'analyse sur la longue durée. J'ai cité Bron. Ouais, alors, qu'est-ce que c'est que la longue durée? C'est qu'on voit des événements qui sont des avènements.
événement tel que ce qui se passe aujourd'hui, avènement d'une autre société. Voilà ce qui est en jeu. Bon. Alors, dans les 3 semaines qui vont venir, manifestement, il va y avoir des soulèvements, des insurrections, des révoltes qui vont... Alors ça, c'est actuellement, comme l'essence était celui des Gilets jaunes, comme je ne sais plus pour les bonnets rouges ce que c'était, enfin peu importe, les convois de la liberté, pareil. Actuellement, c'est les retraites. On peut penser que ça va durer. 3 semaines, c'est pas grand-chose, jamais. Oui, mais pas grand-chose, 3 semaines. Oui, c'est énorme, 3 semaines. 3 semaines de blocage dans le pays. Voir sur la longue durée. Oui, mais bon, 3 semaines, parce que moi j'ai le sentiment quand j'écoute la CGT d'une position. C'est-à-dire que vous êtes en grève, par exemple ? Bien sûr. Donc prof d'histoire, vous faites plus de grève, vous faites plus de cours. Bien sûr. Donc vos élèves jusqu'à la fin du. On va voir après comment les choses. Bon, dans votre établissement, il ne va pas y avoir beaucoup d'heures de cours, hein. Toute la semaine. Bon. Après, vous savez comment ça se passe dans une grève. Alors, je vous le répète, il y a des assemblées générales de grévistes, et jour après jour, avec les collègues, à titre personnel, j'ai encouragé mes collègues à s'inscrire dans une reconduction. Combien vous êtes de profs en grève dans votre... Vous êtes lycée ou collège ? Moi, je suis dans un lycée, on a une centaine de collègues, et là, j'ai pas eu le temps c'est ce que je vais faire en sortir de l'émission. Je vais appeler ma proviseure pour demander le taux de grévistes. Pourcentage ? Jusqu'à présent, on avait des taux de grévistes autour de 65% dans l'établissement. Ouais, parce que si effectivement tous les établissements sont... Et vous, a priori, vous ferez grève tous les jours. A priori, vous. Les jours où j'ai cours, parce que c'est comme ça que ça se passe. Oui. Je peux pas me déclarer avec les grévistes les jours où j'ai pas cours. Les jours où j'ai cours, oui, j'appellerai. D'accord. Enfin, j'appelle pas. Je suis à l'Assemblée générale des grévistes. Donc à titre personnel, et vous ne sortez pas de la grève tant que le gouvernement n'a pas sa... en tout cas, le mouvement, il peut y avoir des fois une journée où on décide de peut-être d'être un peu moins dans la reconduction, mais globalement, on s'inscrit dans le mouvement, un mouvement répété et successif, ça c'est clair. Vincent Herouet, vous êtes un spécialiste de la politique comme nous tous, et puis vous tous, je pose la question. On n'a pas vu ça quand même, ce bras de fer se mettre en place. Certains disent oui. Ce rapport de force-là ? Oui. Je ne sais pas, moi j'ai l'impression que les Français, alors je réfléchissais au sondage que vous exhibiez tout à l'heure avec les 2 tiers des Français qui sont pour la grève et presque autant qui pensent qu'elle n'amènera à rien et que la réforme passera. Moi je crois que les Français, vis-à-vis du pouvoir comme vis-à-vis des syndicats, se méfient un peu de ceux qui prétendent améliorer leur vie en la leur rendant impossible. C'est-à-dire que, tout le monde, la vie est très compliquée aujourd'hui pour des tas de gens. Pas pour vous et moi, mais pour beaucoup de gens qui ne pouvaient pas faire garder leurs enfants, etc., qui n'ont pas de télétravail et autres. Ils voient le mouvement, ils gardent une certaine distance avec cette histoire de retraite qui est incompréhensible au demeurant. Mais en même temps, il ne faut pas confier aux syndicats. 65% de soutien à l'action syndicale, bien sûr. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. 65%, monsieur. Faites de la ventriloquie, comme vous voulez. Il y a combien de gens qui votent pour les syndicats ? Il y a combien d'adhérents aux syndicats en France ? Il n'y a pas un pouvoir en France qui soit aussi illégitime que le pouvoir des syndicats. Ce qui est, c'est pas comment disait Talleyrand, j'ai un bon organe, moi aussi. Est insignifiant. Je peux le faire entendre, moi aussi. C'est excessif et insignifiant, monsieur. Je vous le dis. Mais personne ne vote pour les syndicats. Vous allez venir avec moi en manif et on va vous filer le micro. Vous allez dire aux millions de personnes que vous n'êtes pas d'accord avec les syndicats. J'ai déjà été tondu à la Libération, fusillé pendant la Révolution. Ne vous inquiétez pas, c'est pas le problème. De quoi vous parlez, monsieur, en fait ? Je sais pas trop quoi, là. Vous êtes en train de nous parler de la Révolution encore ? C'est trop facile. Vous allez nous reparler de Che Guevara encore ? Mais oui, parce que c'est une honte. Comment voulez-vous que je fasse confiance à quelqu'un qui idolâtre Che Guevara ? C'est délicieux, monsieur. Vous êtes discrédité à jamais de votre... Oui, bien sûr, auprès de vous, mais c'est normal. C'est votre position de classe, monsieur, c'est normal. Je suis allé à Cuba. Je suis proche des Cubains qui sont en tôle, alors que vous êtes du côté des tortionnaires. On dirait Olivier Dussopt à l'Assemblée. Vous êtes du côté de la force. Vous êtes du côté de la violence. Vous êtes du côté des forts. Détendez-vous, monsieur. Respirez. Ouvrez vos chakras, je vous jure. Ça va bien se passer. En attendant, il y a 65% des Français qui soutiennent l'action syndicale. Vous entendez le mépris. Je vois que ça va bien se passer. Je vois que c'est difficile. C'est un mouvement. Toujours le mépris. C'est difficile. C'est bon. C'est difficile. Je vois que c'est difficile pour vous, mais je le comprends. Il est excellent. Dans le mépris, il est très bon. Je m'inspire, visiblement. Vous êtes mon maître. Non, mais bon, on essaye, en tout cas moi, d'avancer avec honnêteté intellectuelle et... Je peux revenir une seconde. Soutient les syndicats. Merci. Soutient la démarche. Allez, si je peux revenir une seconde. Oui. Revenez. Au livre de Michel Maffezoli. Oui. Il y a un mot qui vous a fait un peu sursauter, j'ai senti que vous n'étiez pas d'accord, sur le travail. Michel a dit, en effet, que le travail n'était plus une valeur. Oui. C'est une question, c'est-à-dire que Laurence Rossignol, d'ailleurs, au Sénat, a dit... En France, peut-être, mais pas dans les pays européens. Non, partout. Attendez, aux États-Unis. En Espagne... Non, vous confondez, pardonnez-moi. Ou au Portugal. Une seconde, je ne vais pas faire comme monsieur, mais est-ce que je peux terminer ? D'accord ? Elle a dit,
le travail n'est pas une valeur. Enfin, le travail, c'est marchand, d'accord ? C'est pas forcément la valeur travail. Ça, c'est une question. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on conteste la valeur travail, on conteste l'effort. Ça ne veut pas dire du tout. Mais quand monsieur parlait du Moyen-Âge, ça veut dire qu'on fait la différence entre ce qui relève de l'œuvre et ce qui relève du travail. N'est-ce pas ? Entre l'ouvrier et le travailleur. Et ça, pardonnez-moi, c'est les États-Unis qui ont commencé à donner le là. Oui ou non ? Voilà, c'est un mouvement de fond. Et Michel Maffezoli a raison. Voilà. Je veux dire une petite chose là-dessus, parce que la valeur travail, moi je me souviens d'avoir discuté avec un président précédent, c'était Sarkozy, qui est le premier à lancer cela. Et je lui avais montré dans une discussion intime, privée, qu'il ne faisait qu'être marxiste. C'est au milieu du Capital, de Karl Marx, qui a cette expression valeur travail. Ce qui était une nécessité devient une valeur. Et en effet, c'est le protestantisme, c'est l'américanisation du monde. Et c'est cela qui est refusé. C'est cette américanisation qui est contestée actuellement, pas forcément d'une manière consciente. Et de fait, c'est plus la valeur travail qui va prédominer. C'est amusant. Quelle autre valeur va prédominer ? Pour moi, c'est le qualitatif de l'existence. Faire de sa vie une œuvre d'art. Ne plus perdre sa vie à la gagner. Des quantités d'expressions de cet ordre qui sont sloganesques, mais qui, à bien des égards, moi je sors... Mais qui va payer ? L'argent ne va plus être la chose la plus importante. Vous gagnez bien votre vie. Non mais qui va payer dans ce système ? Non mais est en train de revenir des forces. Moi je veux bien faire de ma vie une œuvre d'art, mais qui va payer ? Écoutez-moi. Tapez sur Internet. Pardonnez-moi d'être un peu... C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Je suis un peu ras du gazon. C'est pas grave. Je vais te mais qui va payer dans votre système ? Une chose. Regardez sur les réseaux sociaux actuellement. Les mots qui reviennent, des mots un peu ringards. Solidarité, échange, partage, des choses de cet ordre. Moi, j'étais il y a 2 jours dans mon petit village. C'est l'église de Rome. Écoutez-moi, je vois telle voisine qui dit « je n'ai plus d'argent pour payer ». L'autre voisine lui dit « viens manger ce soir chez moi ». Voilà des trucs anecdotiques, de rien du tout. Mais soyez attentifs à cela. Je pense que vous posez les 2 termes de l'équation qui expliquent la crise d'une façon générale de la société aujourd'hui. Vous avez totalement raison. Je pense notamment, on le voit chez les jeunes. Le travail n'a plus la place qu'il avait avant. Et les employeurs vous le disent. Quand les jeunes viennent, ils disent comment je vais pouvoir m'organiser pour mes congés, pour ma semaine, etc. Ils ne veulent plus faire d'heures supplémentaires, tout ça. Donc c'est vrai. Mais ce que dit Pascal, il a totalement raison aussi. Moi je veux bien, mais il y a un moment où il faut que s'il n'y a pas de travail, donc s'il n'y a pas de création de richesse, le système ne tient pas. Donc il va falloir concilier les deux. Gérard, vous confondez. Vous confondez le travail et l'effort. Voilà. Parce que l'effort, c'est un travail l'œuvre, c'est un travail qui a du sens. Est-ce que les gens veulent du sens ? C'est la valeur. Et c'est ça, voilà. Non, mais ça, j'entends. La valeur n'est pas intrinsèquement dans le travail. C'est ça ce que Maffezoli nous dit. J'entends. Voilà. Bon, Charlotte qui a peu parlé, je le regrette toujours. Non, mais Charlotte a peu parlé, et je n'aime pas quand Charlotte parle peu parce que ce que vous dites généralement est... Les communistes pour sortir du matérialisme, c'est osé, quoi. C'est tout. Répétez cette phrase. Faire confiance à des communistes pour sortir du matérialisme, c'est osé. Non, mais c'est pas là le problème. Le problème, c'est que c'est le matérialisme qui n'est plus à l'ordre du jour. Je sais bien. Bon, j'ai bien compris. Alors, un mot sur... un mot. J'ai 3 petites infos encore. Ah bah oui, non, mais on essaie de le débat. Les gens, ils ont, pour le moment, en tout cas, très prosaïquement, les gens, ils ont juste envie de pouvoir ne pas être à découvert le 5 du mois. Voilà, pardon de revenir... Donc les choses assez claires. Je suis d'accord avec vous. Mais non, mais donc c'est intéressant parce qu'en effet, on retrouvait ça déjà dans le mouvement des Gilets jaunes. Il y a moins cette histoire de jalousie que cette question de dignité par rapport au travail. Donc c'est pas si has-been que ça. C'est la question de dire je travaille et je ne peux plus vivre décemment de mon travail, pas des aides de l'État, pas de la solidarité étatique, de mon travail. Oui, mais le paradoxe, c'est que les types de la raffinerie qui sont en grève, c'est ceux qui gagnent le mieux. Là, c'est autre chose. Et ils gagnent 3 ou 4 000 euros par mois. Mais non, mais je veux dire, allons-y, en passant, ça mange pas ça. Le dernier coup de griffe, comme disaient les Romains. Écoutez-moi bien, je vais vous dire un truc. En attendant, surtout, ce que les Français ne supportent plus, c'est d'avoir les déambulations de M. Macron à Rungis en disant... Effectivement, les Français qui se lèvent tôt en reprenant le mantra de Sarkozy en 2010, alors même que les gens ne vivent pas dignement de leur travail, que leur salaire n'augmente pas. 3% d'augmentation générale des salaires en 2022 avec une inflation à 14%. Bon. Le problème, c'est celui-là. Après, avançons. Tout le reste, c'est libération. Charlotte, et après, on chante. Charlotte. Vous avez parfaitement raison sur Emmanuel Macron. Maintenant, le mouvement des Gilets jaunes nous a appris autre chose. C'est qu'il ne faisait pas non plus confiance aux syndicats en raison de leur politisation. Pas en raison de la
protection en raison de leur politisation. Et là, vous avez l'impression qu'ils font pas confiance aux syndicats, sérieusement? À la démarche des syndicats, oui. Vous savez ce que vous allez faire, Mme Dornelas? Je vais faire la même. Je vous le propose comme à Pascal Praud. Vous venez avec nous dans les manifestations, devant les cortèges. On prend le micro et vous dites salut, vous faites pas confiance aux syndicats. Et on va bien rigoler pendant 5 minutes. Mais vous savez très bien qu'à ce jeu-là, il y a des millions de Français dans les rues à l'appel des organisations syndicales. Si je vous amène dans une réunion du CAC 40 avec les présidents du CAC 40. C'est la différence. Et moi, je parle pas du CAC 40. Par contre, les organisations syndicales et les mouvements sociaux, je sais de quoi je parle. Et les salariés nous font confiance. Arrêtez de dire le contraire. Est-ce que vous êtes d'accord? Je vous ai parlé du mouvement des Gilets jaunes. Est-ce qu'à l'époque, il n'y a pas eu une remise en cause à l'intérieur de vos syndicats? Tout à fait. Bon, merci. Mais écoutez aussi ce que moi je vous dis. Vous êtes en train de parler en 2023, madame. Et en 2023, les Français nous font confiance. Arrêtez de dire le contraire. J'ai pas dit le contraire. Benjamin Amar. J'ai dit qu'ils contestaient votre politisation. C'était pas très clair, donc je précise. Calmez-vous, en fait. Je suis très calme. Non, vous êtes... 5 minutes. Vous regardez de côté, comme ça, c'est impossible. Ça fait 1h30 d'émission. Il y a des millions de Français dans la rue. Et à chaque fois que vous parlez, c'est pour dire une dégueulasserie sur les organisations syndicales. C'est pas vrai. Ça va 5 minutes, non? C'est absolument faux. Ça va vos négros idéologiques, ça va 5 minutes. Alors ça, il y a que vous qui êtes névrosé. Je le prends. Non, ça, je le prends pour moi. Ce que vous dites. Prenez-le pour vous, c'est pas grave. Non, mais d'abord, ce que vous dites n'est pas bien, parce que c'est pas vrai. J'ai entendu des tas de trucs pas bien depuis tout à l'heure. Ce que vous dites n'est pas bien. Donc je vous réponds. D'abord, arrêtez de dire des trucs en permanence. Vous arrêtez. On est dans une Monsieur Amar. Arrêtez de dénigrer les organisations syndicales. Monsieur Amar, non seulement nous ne les dénigrons pas, mais on leur donne la parole. Vous étiez hier soir sur le plateau de Julien Pasquet et vous êtes ce matin sur mon plateau. Donc d'abord, ne dites pas ça. Et ensuite, on essaye d'avancer vraiment en écoutant ce que disent les syndicats, en écoutant ce que disent les observateurs, en écoutant ce que dit le gouvernement. C'est une simple question. Est-ce qu'à un moment, ici, j'ai entendu, hormis Gérard Leclerc, une phrase positive sur l'action des organisations syndicales? Moi, je l'ai dit tout à l'heure. Moi, non. Je n'ai entendu que des sous-entendus. Monsieur Amar, arrêtez. Monsieur Amar. Je n'ai entendu que, finalement, il n'y a pas de... Non, Benjamin Amar, écoute, arrêtez. Mais les organisations syndicales sont discréditées. Vous polluez. Elles ne sont pas écoutées. C'est insupportable. Vous polluez tellement la conversation que j'ai dit tout à l'heure que je préférais que ce soit les syndicats qui mènent la lutte sociale plutôt que les Gilets jaunes où effectivement ce n'était pas encadré. Et je pourrais dire que les manifestations se sont faites sans violence aucune, grâce notamment aux organisations syndicales. Donc ne dites pas ça. J'ai pas entendu ça tout à l'heure. Je le dis vachement plus clairement. Je le dis clairement, il n'y a même pas de discussion. Visiblement. Mais soyez pas... Bon, ne soyez pas... Arrêtez. Regardez, j'adore, c'est génial. Allez. C'est pas votre ami. C'est formidable. C'est pas votre camarade. Soyez gentil. Non, mais je suis très tranquille. C'est la 36e provocation sur le plateau. Benjamin Amar. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes bienveillant. Parce que Monsieur Berger, c'est une provocation pour vous. Non, mais monsieur, vous parlez de Monsieur Berger pour... Benjamin Amar, écoutez, je vais pas être... Mais bien sûr que si, monsieur. Allez, je voulais vous parler de Creed. Parce que ça, c'est intéressant. Ça rejoint, vous allez me dire ce que vous en pensez, des bagarres générales dans les cinémas. Le film de boxe Creed 3, qui se déroule dans le milieu de la boxe, cartonne dans les salles de cinéma. Bon, mais des rixes ont éclaté dans des cinémas de plusieurs villes de France, dont Saint-Étienne, Charleville-Mézières, Thionville et également à Évry. Bon, et Paris. Les gens se battent. Alors c'est un film de boxe, mais par mimétisme, les gens dans la salle se battent. Alors je voulais vous proposer... Par mimétisme et par défi sur les réseaux sociaux également. Bien sûr. Alors, regardez par exemple ce qui s'est passé dans ces cinémas et je voulais savoir ce que vous en pensiez tout simplement. Ivry-sur-Seine. Ivry. Il y a des enfants. Il y a des gamins en bas. Il y a des enfants. C'est quoi, moi et toi ensemble, toutes les trois. C'est quoi, je vous mets toutes les deux. Il y a mes enfants en bas. Alors c'est le 9e film de la saga Rocky. Le premier c'est d'ailleurs le premier sans Sylvester Stallone. Donc c'est Apollo Creed, c'était celui qui se battait avec Rocky. Mais ils ont déprogrammé le film dans certaines salles parce qu'il y avait trop de d'échauffourées. Est-ce que vous y voyez quelque chose à interprétation ? Oui, c'est mon travail d'interpréter. Écoutez, l'animal humain est un animal. Et chaque société, une société équilibrée, c'est celle qui sait ritualiser, homéopathiser la violence. Écoutez-moi, Pascal. Et quand justement on a ce qui est le cas pasteurisé
hygiéniser une société, eh bien, elle le ressort d'une manière perverse, pervia. Ça prend des voies détournées. Voilà, en gros. En gros, il faut trouver un moyen, il faut retrouver le moyen dionysiaque, les bacchanales, les Dionysies. Si on vous interdit alors les gestes barrières, le port de la muselière, les ceintures de sécurité dans les voitures. C'est parce qu'il y avait des gestes barrières. Donc vous avez dit que j'avais été prophète. J'ai écrit en 70 un livre sur la violence totalitaire, c'est-à-dire la violence de l'État qui hygiénise, qui pasteurise et qui aboutit à bout de course à des formes de violence incontrôlées. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est peut-être oui. C'est pas. Pourquoi ça vous fait sourire Non, ce qui fait sourire, c'est qu'ils vous disent écoutez-moi. Et que vous l'écoutez, du coup. Je l'écoute. Ça marche. Attendez, vous êtes la formule magique. Vous avez un peu du spectacle. Non, mais on pourrait considérer que c'est simplement des jeunes gens qui ne sont pas éduqués. Non. Et qui se conduisent mal et qui ont perdu le sens du vivre ensemble dans une salle de cinéma. Excusez-moi, Pascal, je vous dis... C'est peut-être pas la faute de l'État qui a hygiénisé la société. C'est cette pasteurisation du monde qui est dangereuse. Et qui va aboutir à des formes sanglantes bien plus perverses. La pasteurisation. Je sais pas, peu importe la métaphore. Oui, mais non, mais c'est quoi? Dite hygiénisation, peu importe le terme, la métaphore. Je pense surtout aux téléspectateurs. La baston est mieux sur l'écran que dans la salle, en général, quand même. Oui. Bon, oui, mais vous êtes qui Il faut trouver une forme Montaigne disait, ritualisée. Montaigne disait, il faut que les humeurs sortent. Mais il y a le sport pour ça. Il y a le sport, il y a le stade de foot. Il y a la révolution. Il y a le stade, le stade de foot, pardonnez-moi. Il y a les ultras, il y a Vous oubliez, la révolution qui est un show. La première, c'est effectivement les réseaux sociaux. Ils n'existaient pas il y a quelques années, parce que tout ça, c'est filmé et mis sur les réseaux sociaux. Et la deuxième, c'est qu'il y a quand même une question qu'il faut reposer. 97% des gens en prison, et notamment ceux qui ont commis des violences, sont des hommes. Il y a peut-être une question à avoir sur l'éducation. Pas la parité, mais je pose la question. Donc il faut éliminer les hommes, il faut tuer les hommes. Non, il y a peut-être une autre façon de les éduquer, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être un problème. Parce que 97%. Mais peut-être que c'est la nature, un truc qui n'existe plus aujourd'hui. Peut-être que c'est la nature, dites donc. Moi, je suis pas sûr que c'est un autre problème, c'est-à-dire que c'est l'éducation qui est finie. Il faut mettre l'accent sur l'initiation. L'initiation, c'est qu'on fait ressortir le trésor qui est en tout un chacun, et je ne vais pas imposer par l'éducation, la forme pédagogique, la forme éducative a fait son temps. Alors que l'idée d'initier, je dis bien faire ressortir le trésor qui a... Comment s'appelait cette école? Et à ce moment-là, vous homéopathisez la violence. Je dis bien, l'animal humain est un animal. Il faut trouver les moyens de ritualiser la violence. Les fêtes des fous, le duel au premier sang, les bacchanales multiples et diverses, les fêtes d'inversion étaient une manière en quelque sorte. Monsieur Maffezoli, le temps des peurs. Parfois quand vous parlez, vous me faites peur. Et on a peu parlé, hélas, de votre livre, mais je voulais qu'on écoute, parce que Geoffroy de la Laganerie... pourquoi vous souriez? Il était l'invité de France Inter hier. Il venait me voir à l'époque. Ah oui, et alors vous en pensiez quoi? Pas forcément du bien. Ah oui, parce que c'est typiquement la forme wokisme. Dans mon livre, j'ai un chapitre sur le complotisme et alors sur le wokisme. Et typiquement, voilà un exemple de wokisme, c'est-à-dire qu'une particularité, on l'égide en universalité. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est un peu ça. Ce que je trouve intéressant, on va l'écouter. Il était sur France Inter. Moi, ça me dérange pas qu'il soit sur France Inter, bien évidemment. Mais il n'y a aucune mise en perspective. Et surtout, il était invité de Léa Salamé, qui lui donne l'espace sur la première radio de France, alors qu'il n'est rien. Oui, non, c'est effrayant. Oui, c'est exactement le mot. C'est effrayant. Et ça ne semble choquer que moi. Alors, je suis pas contre donner la parole à tout le monde. Au contraire même. La liberté d'expression n'a pas de prix. Mais qu'on mette en perspective. Alors là, il nous explique hier que la famille est fasciste. Je voulais qu'on écoute ce passage. La famille, c'est donc à vos yeux Geoffroy de Laganerie, conservateur, égoïste et fasciste. Oui, la famille est un mode de vie répressif. Un tantinou loin Non, mais c'est montré sociologiquement. La simple fait de se mettre en couple divise par 5 la fréquentation et les nombres de sorties. Donc c'est un appauvrissement considérable du tissu relationnel qui est objectivement engagé dès qu'on s'engage dans un mode de vie conjugal et familial, parce que la vie se met à avoir un centre qui est le foyer, qui est l'intérieur, qui est le domestique, et donc qui produit un appauvrissement considérable du rapport aux autres. Ça et peut avec être cette idée aussi, selon non laquelle, je pense que moi j'associe beaucoup la famille à la déperdition, à la tristesse, à l'ennui, à la sociabilité, à l'obligation, Mais vous êtes sûr que c'est à que la ça calcification des identités.
identité, alors que l'amitié, c'est l'espèce d'aspiration à une vie au dehors, justement, à une vie qui n'a pas de centre, à une vie qui est centrée sur la rencontre, donc la démultiplication des liens, donc la transitivité des liens, donc la complexification de nos identités. Et un ami, par définition, c'est quelqu'un qui nous présente d'autres amis. On est toujours l'ami des amis de son ami, et donc l'amitié est une forme ouverte, c'est une forme généreuse, c'est une forme d'accueil, et qui, à mon avis, est susceptible de produire des dispositions mentales beaucoup plus libertaires que la famille. Et je dirais même qu'en un sens, la politique devrait se donner pour projet de développer le plus d'amitié possible. Pour moi, la politique accomplit son œuvre dans le progrès de l'amitié, et j'essaye d'imaginer que ce serait une société dans laquelle il n'y aurait pas un ministère de la famille comme il y a aujourd'hui, mais un ministère de l'amitié. Pourquoi il n'y aurait pas des allocations amicales plutôt que des allocations familiales? Pourquoi dans la fonction publique, on peut faire des rapprochements de conjoints, on peut faire des rapprochements d'amis? Pourquoi pendant le Covid, choisir forcément? Pendant le Covid, on pouvait traverser le pays pour chercher son enfant, on ne pouvait pas traverser la rue pour voir son meilleur ami. Donc qu'est-ce qui fait que nous vivons dans des sociétés de familialisme autoritaire? C'est la tribune, je le répète, qui est donnée au service public, sur une antenne du service public, à quelqu'un qui dit n'importe quoi. La seule chose qui est intéressante dans son propos, c'est la question de l'amitié, de la nécessité de l'amitié politique. Mais Aristote a réglé le problème. On n'a pas besoin de Geoffroy de la Gannerie. Donc que tout le monde aille relire la question de l'amitié nécessaire à la vie politique d'une communauté. C'est la première chose. Après, sur la famille, on comprend très bien, en fait. D'abord, il commence sa phrase par « Moi, je pense que... » Donc, il y a peut-être un problème entre Geoffroy de la Gannerie et sa propre famille, qu'il élargit en sociologue assez peu rigoureux, en l'occurrence. Et la deuxième chose, c'est qu'on comprend dans quelle veine politique il s'inscrit, idéologique il s'inscrit. Cette veine-là ne supporte pas l'idée d'être dépendant de quelque chose de donné. Et c'est une volonté démiurgique de s'auto-engendrer en permanence. Je suis un homme ou une femme, comme je veux, je choisis, je ne viens de nulle part, je n'accepte rien de ce qui m'a été donné, de ce qui est. Donc la nature est fasciste, la famille est évidemment fasciste, et il oppose à la famille qui est donnée l'amitié que l'on choisit. Comme s'il n'était pas possible d'avoir les deux. Or, il oublie quelque chose, et c'est peut-être lié à son histoire familiale que je ne connais pas. Il oublie quelque chose, c'est qu'il y a deux choses absolument irremplaçables dans la famille. Un, la question de la sécurité et de la stabilité liée à l'amour initial qui crée la famille, et surtout la question de l'amour inconditionnel, qui est certes humain, donc qui est parfois conditionnel malheureusement, mais des parents pour leurs enfants. Ça n'existe pas ailleurs, et c'est l'apprentissage absolument indispensable de la famille. Donc là, il y a peut-être une blessure personnelle, ils en fait un modèle parce qu'ils ne veulent pas dépendre de quoi que ce soit. C'est l'indépendance absolue qui est la maladie de la postmodernité. Non, mais le problème, c'est que vous avez raison, oui, Pascal. Le problème, c'est que la place qu'on donne à ces interventions, alors que, en effet, vous avez raison, Geoffroy de la Gannerie. Moi, je connais sa famille. Il règle des comptes. Ça s'appelait Geoffroy. Déjà, un prénom assez noble, de la Gannerie, et il règle des comptes avec la famille. Pourquoi s'est-il mis, je ne sais pas si c'est marié ou paxé avec Didier Ribon, alors que justement il est contre la famille et il a créé une espèce de petite famille, enfin en tout cas une conjugalité. Il a créé un trouble. Un trouble. Enfin, je sais bien, oui, je n'osais pas. Ça, le regarde, il a créé un trouble. N'entrons pas, c'est pas le sujet là pour le coup, n'entrons pas là-dedans. Mais en revanche, manifestement, il vient nous apporter sa névrose personnelle, c'est ce que vous voulez dire. Est-ce que je peux faire deux remarques? Oui, vous avez une minute. La première, c'est que il fait partie des homosexuels qui ex cathedra parle au nom de tous les homosexuels. Il considère que le mariage gay est une horreur absolue, d'accord, et que tous les gays donc il a des propos proprement homophobes, de mon point de vue. Premier point. Deuxième point, ce qui est important, c'est qu'il voit des fascistes partout. Je rappelle quand même que ce monsieur, aux rencontres de Blois, qui étaient des rencontres historiques, a voulu condamner un certain nombre de personnes pour qu'ils ne se rendent pas aux rencontres de Blois, les rencontres historiques, d'accord, très importantes pour les historiens. Hein. Donc ça déjà, c'est la remarque. Ce monsieur voit des fascistes partout et des totalitarismes nulle part, ce qui est le propre de l'extrême gauche. Bon, on va faire le point de l'info avec Barbara Durand. Bien évidemment, dans vos propos, il n'y avait pas la volonté d'entrer dans l'intimité sexuelle ou amoureuse de monsieur de la Gannerie. Je l'avais dit il y a 2 minutes. Non, mais je l'avais dit. Je l'avais dit il y a 2 minutes, mais je le redis de telle sorte qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus. Il nous reste quelques minutes. Vous pouvez encore rester quelques minutes à 33, 34. Non, il faut que je parte, moi. Alors, je vous remercie d'être... Désolé. Non, je vous remercie d'être venu, même si je trouve...
si vous me permettez, mais je vous en prie, que vous ne jouez pas toujours le jeu de l'honnêteté intellectuelle que moi je joue. Alors, bien sûr. Alors, écoutez, vous savez quoi, c'est comme pour l'histoire tout à l'heure. Ouais. Les injonctions sur l'honnêteté intellectuelle, je vous les renvoie. Non, parce que mais moi je vous le dis. J'ai un rapport avec vous, je vous connais moi aussi, Pascal. Je vous apprécie. Vous me connaissez. Moi, je vous aime bien. Vous savez très mais bien je trouve que embarquer là où je veux pas. Je vous trouve hors antenne, différent d'à l'antenne. Ah mais je vous réserve. Vous êtes d'accord avec ça? Parce que là, vous parlez à vos militants. Mais mon cher, quand on est en off, on a des relations humaines normales. Et quand on est ici, chacun vient avec son background idéologique. Oui, mais moi, je vous donne la parole et vous me faites un faux procès. Je vous le redis, vu que vous m'interpellez, je vous le dis. Je suis venu ici aujourd'hui. Vous me faites un faux procès parfois. Massive, et j'ai entendu des tas de gentillesses sur les organisations syndicales. Je vous réponds, ça vous plaît, tant mieux. Et vous savez bien, on fera avec. C'est ça, Benjamin Hamar. C'est ça, Benjamin Hamar, qui est un faux procès. Oui, bien sûr. Écoutez, moi, je viens sur votre antenne parce qu'on parle franchement, etc. Mais donc, vous m'entendrez franchement. Mais oui. Ça vous plaît, tant mieux. Ça vous plaît pas, on fera avec. Et c'est pour ça que je vous réponds. Et ben voilà. Je vous dis, vous me prêtez des intentions que je n'ai pas. Mais je ne suis pas certain. Voilà. Oh! Mais alors, je parle pas de vous individuellement. Vous me prêtez des intentions que je n'ai pas. Mais je vous remercie néanmoins d'être venu. Bien évidemment. Et je vous souhaite surtout une bonne journée. De même. Barbara Durand, pour le rappel des titres. La protestation de plusieurs salariés du secteur de l'aéroport à Roissy-Charles de Gaulle à l'appel d'un front syndical local uni. Ils défilent à la porte 17 du terminal 2E. Le trafic aérien et la direction générale de l'aviation civile qui avaient demandé aux compagnies de réduire leur programme de vol aujourd'hui et demain de 20% à Paris-Charles de Gaulle, de 30% à Paris-Orly ou encore à Beauvais-Bordeaux, Lille et Marseille. 600 000 €, c'est la somme récoltée par la CGT pour soutenir les grévistes qui se mobilisent contre la réforme des retraites. Un beau symbole en ce 7 mars, a déclaré sur Twitter le syndicat. La caisse solidaire affiche est à 10h, 619 621 €. Et puis on va mettre plus de 2 millions de personnes dans la rue aujourd'hui. Déclaration de Frédéric Souillot, secrétaire général de Force ouvrière. L'inverse ne sera pas un échec, au contraire. Frédéric Souillot l'assure, quoi qu'il en soit, nous irons jusqu'au retrait de cette réforme. Celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes. Ça, c'est la phrase de Machiavel qui est hyper connue, bien évidemment. Il nous reste juste 2 minutes. Je voulais simplement, parce que je suis souvent interrogé par les uns et les autres qui me disent il y a des sujets qui disparaissent de l'actualité. On en parle et puis on n'en parle plus après. On ne sait pas ce que ça devient. Nord Stream, le gazoduc qui a été percuté un matin. Oui, il y a 6 mois déjà. Bon, alors, il y a eu qui a été et certains disent, pourquoi je vous en parle ce matin? Parce qu'ils disent, c'est un coup des Américains. Oui, il y a un reporter extrêmement connu aux États-Unis qui s'appelle Seymour Hersh qui a publié il y a eu 10 jours de cela son enquête. Il avait eu accès à une source anonyme qui est contestée. C'est un type il a eu le Pulitzer pour vous savez, le massacre de 500 Vietnamiens. C'est le massacre de Long Mai. C'est lui qui a découvert à Abu Ghraib le système de torture mis en place à l'époque par le secrétaire de la Défense. Il a sorti énormément de scoops. Il est couronné il a eu tous les prix en journalisme. Et c'est un homme qui a été reconnu comme une sorte d'institution. Mais qui m'a donc contesté parce qu'il a mis en cause fait un bouquin sur la façon dont Ben Laden avait été tué, un certain nombre de choses comme ça. Et puis aussi l'empoisonnement avec des gaz en Syrie. Bref, son enquête révèle 3 choses. 1, que le sabotage de Nord Stream était envisagé bien avant la guerre, avant l'invasion de l'Ukraine. 2, que les explosifs auraient été posés au mois de juin dernier. Et 3, que ça a été sous couvert d'une opération de l'OTAN. Et que 3, Biden et son équipe ont organisé ça de telle manière pour échapper au contrôle parlementaire de la Chambre des représentants. Voilà. Et donc, je voulais dire un mot parce que souvent les uns et les autres me disent vous parlez plus de ce sujet. Ils pensent qu'on le passe sous le tapis. D'ailleurs, ce qui n'est pas le cas, bien sûr. Il y a une enquête en Norvège, une enquête au Danemark, une enquête en Allemagne, une enquête de l'OTAN. Elles ont toutes avorté. Bon, ah oui. Comme par hasard pour. Et les Allemands ont fait savoir qu'ils ne communiqueraient pas leurs conclusions. C'est beau, non? Ah oui. Bon, et donc après, la véritable réponse, c'est à qui profite le crime? Bah oui. Les complotistes, évidemment, pourront là-dessus. Le gazoduc est bien réel et il a bien explosé. Bien sûr. Bon, mais on déborde là. Michel Maffezoli, Le temps de peur, Logique de l'assentiment, vos 2 bouquins, voilà, 2 pour le prix d'un.
Même pas, non, parce que ça vaut quand même 20 euros, 40 euros. C'est pas cher. Bon. Merci. Thibaut Palfroy était à la réalisation, David Tonnelier était à la vision. Ce qui est en jeu actuellement. Jean-François Couvelard était au son. Merci à Marine Lançon, à Kylian Salé, à Florian Doré qui nous rejoint, qui est auxerrois et dont l'idole est Giroud, m'a-t-il dit. Toutes les émissions sont à retrouver sur cnews.fr. Jean-Marc Morandini dans une seconde. À ce soir.